Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je suis obligé de faire les recommandations d'usage. Donc déjà, c'est vraiment la première chose qui est de loin la plus importante, c'est qu'il y a un décalage entre toi qui me regarde et nous. Donc là maintenant c'est bon, j'arrive à avoir les questions en direct, mais en fait si tu poses une question, tu auras la réponse de façon décalée. On ne peut pas l'empêcher, c'est un petit peu le principe de ces lives. Deuxième chose hyper importante, si tu me regardes, si tu nous regardes et que tu es sur Facebook ou que tu es sur Instagram, rejoins-nous sur YouTube parce que c'est là où en fait tu pourras voir François. Parce que si tu es sur Facebook, tu vas avoir l'impression que je parle tout seul. C'est absolument pas le cas. François est avec moi, mais il n'est visible pour l'instant que sur YouTube. Voilà. Donc salut Gabi qui te dit bonjour François. Voilà, donc là on commence à arriver tranquillement. Dernier petit point et après ça sera bon. On va parler du Bitcoin, mais aujourd'hui, au vu de l'actualité, on va aussi parler de ce qui se passe sur l'immobilier. On est obligé un petit peu, je pense, en tout cas pour moi, d'aborder le sujet. Ça va être intéressant. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est qu'on va discuter avec François. Là, on s'est un peu pris à brûle sur point parce qu'on a eu des soucis techniques. C'est pour ça qu'on est un peu en retard. Mais on les a réparés, rien de bien grave. On discute, on marquera des pauses, on prendra vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions et on en parlera après. Des sujets un petit peu controversés ce soir. François, c'est quand même un petit peu sur quoi je vais le brancher. Voilà, on se connaît avec François, donc on va pouvoir un peu rigoler aussi. Donc voilà. François, rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Allez, décris un peu ton parcours. Je te laisse la parole. Après, Ok, bon. On va faire une version courte en 30 secondes. Voilà. Alors, donc, je suis investisseur et expert en placement à haut rendement. Donc, ça, c'est la version courte. Je suis aussi auteur, conférencier et entrepreneur depuis longtemps. Là, j'ai calculé, ça va faire 10 ans exactement que je suis investisseur entrepreneur. Et donc, la plupart des gens me connaissent pour le site riche-à-30ans.com et aussi j'ai une présence en ligne depuis quelques années et aussi pas mal des personnes me connaissent sur le marché des crypto-monnaies, des crypto-actifs, mais pas que. Je suis aussi investisseur immobilier et dans de nombreux marchés plus ou moins alternatifs. D'ailleurs, on pourra en discuter. Allez, on va en parler. On va parler des cryptos ce soir, le Bitcoin, entre autres. D'ailleurs, tiens, on va commencer par ça. J'ai même pas suivi les cours du Bitcoin. Je vais le regarder en même temps que tu vas un peu me faire un débrief. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe là pour la. Vas-y, parle. Ouais, c'est intéressant parce que là, ça faisait un moment qu'il était dans une zone où il était en train de errer paisiblement et sans trop de mouvement. Et hier, il y a eu un petit pump, on va dire, entre 5 et 10% pour tout le marché, ce qui est intéressant parce que du coup, ça ouvre de belles opportunités. Donc, on a dépassé les $7 000, on a atteint $7 500, ce qui était très intéressant pour la suite. Bon, après, on peut pas dire encore, on pourra en discuter, il faut attendre la clôture mensuelle. Mais c'est intéressant et toujours pour le long terme, c'est d'autant plus intéressant parce que ça reste sur son plan d'action et c'est très optimiste. D'accord. Ça reste pour toi la référence ou pas? Le Bitcoin, tu veux dire? Ouais, le Bitcoin. Ah oui, bien sûr. Ouais, ça reste toujours le king et ça dirige le marché globalement. Et ça a toujours une belle proportion de l'ensemble du marché des cryptos, au niveau du market cap, comme on dit. T'as des Bitcoins, toi? Quelques-uns. Je ne dirais pas la somme exacte, mais j'ai quelques bitcoins, effectivement. Déjà, si tu dis quelques bitcoins, ça veut dire que tu as des bitcoins. C'est supérieur à 1. Souvent, on dit il faut avoir au moins un bitcoin. Il était dans les 1% les plus riches mondialement au niveau crypto-actif. Donc, c'est supérieur à 1. Bon, c'est bien. Moi, j'en ai pas. Je vais lever le voile tout de suite. Je n'ai pas de bitcoin. Mais bon, voilà. T'as zéro crypto? J'ai rien du tout en crypto. Okay. Je suis vraiment pas du tout. Pas bien. Non, mais comme tu le sais, en plus on en a longuement parlé, je suis. Non, là, j'ai discuté. Ouais, voilà. Je sais pas, mais ça va m'amorcer la suite, c'est intéressant. Là, bon, tu sais qu'il y a tout un pan de personnalités qui attendent la méga grande crise, du crash total. Mais tiens, qu'est-ce que t'en penses déjà? On y est ou pas? En fait, ça veut rien dire. Faudrait le quantifier. On y est. En fait, on est au tout début parce que entre ce qui va arriver par la suite économiquement parlant, entre les entreprises qui vont annoncer leur bilan, entre techniquement ce qui va se passer sur la bourse, parce que pareil, c'est-à-dire que les gens ils me demandent est-ce qu'on doit se placer maintenant, que ce soit à court terme ou à long terme. Je leur dis non, en fait, on peut rien savoir. Moi, ce que j'attends, c'est la clôture mensuelle du mois de mai pour voir si on va avoir une deuxième bougie vers le rouge, enfin vers le bas.
et 1er juillet qui sera la clôture trimestrielle qui est aussi très très important. À partir de là, on pourra dire si oui ou non ça va vers le haut ou vers le bas. Bon, je pense que ça va aller vers le bas, mais on peut, enfin c'est pas une très bonne idée de se placer maintenant. On sait pas du tout vers quoi ça va aller, donc parce que c'est le début en fait, parce que c'est le début de la crise. Tout à fait. Non mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, moi je le dis depuis le départ en fait, je me suis jamais caché. Pour moi la chute qu'il y a eu c'était la correction parce que les prix étaient montés, donc on se repositionne. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais je maintiens mes propos. Ce qui s'est passé lundi avec le pétrole, c'est un peu le pistolet de départ comme tu dis. Enfin moi ça commence, c'est un indicateur d'une suite de quelque chose. C'est pour ça que j'attends. Et même si tu regardes, je me suis amusé à regarder les chiffres pour les crises précédentes, donc 2008 et 2000 surtout, on va pas remonter trop long, à chaque fois, donc ça commence par un panic sell qu'on a eu, enfin vraiment tout le monde, c'est la course au crash, enfin aux courses aux fiduciaires, on vend tout, même l'or, on vend les cryptos, on vend tout. Et après il y a un rebond qui dure 1 mois et demi, 2 mois. C'est ça. Qui était en 2008, c'est ça. Genre ça repartit, genre t'as tout Wall Street qui dit c'est bon, on est reparti, on va voir les plus hauts historiques. Et bim, c'est à ce moment-là que ça se recrache et que ça dure pendant 1 et 2 ans. Par contre, à ce moment. C'est ça. Et là, on est en plein dedans. On est dans les 1 mois et demi, 2 mois de rebond là. Ouais, c'est ça. Mais je suis à peu près d'accord. Je sais pas si tu sais, hein, moi je me suis lancé un défi pendant ce confinement d'écrire un livre que j'ai fini. Et donc j'ai repassé toutes les crises. Et je l'ai fini hier, donc je suis en train de le relire avant de l'envoyer pour le processus du livre maintenant qui vivra sa vie de son côté. Mais bon, okay. Ça c'est un autre propos. Mais oui, donc je valide effectivement ce que tu viens d'annoncer. Et c'est vrai que, bon après cette crise elle est particulière. Oui. Parce que ça reste quand même effectivement, comme il l'a dit, qu'on est en train de vivre, tu le revis que dans le cadre d'une guerre. Donc c'est assez, c'est en ça que pour moi il y a cette partie nébuleuse qu'on peut pas. En plus c'est une crise de la dette comparé aux autres crises. Bon, à chaque crise, normalement c'était la crise c'est la récession. Après c'était la crise immobilière. Enfin en général chaque crise on donne un intitulé. Et là clairement c'est la dette. Et souvent on a utilisé la dette pour essayer de sauver les meubles. Sauf que si c'est une crise de la dette globale, parce que bon, il y a 3 dettes, il y a la dette de l'État, la dette des entreprises et du particulier. Ça va être très compliqué par la suite, mais c'est intéressant. C'est pour ça que c'est aussi d'autant plus rapide au niveau des actions et de ce qui se passe sur les marchés. Ah, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc toi, tu penses que là, on est dans la dette des États ? Ouais. Ouais, quelque part, ce que je te disais, tu me fais mes transitions, c'est nickel. Donc en fait, si tu t'attends à ça, est-ce que tu penses que par exemple le Bitcoin a son rôle à jouer ? Ah oui. Alors il y a une fameuse question en fait depuis des années, c'était est-ce que le Bitcoin et les cryptos plus généralement sont une valeur refuge ? C'était même le fantasme des pro-crypto, des maximalistes. Qui sont à fond dans les cryptos, dire mais c'est une valeur refuge quoi qu'il arrive, sauf qu'on pouvait pas le dire parce que techniquement le Bitcoin a été inventé juste après les subprimes. Justement, c'était révolutionnaire, c'était quelque chose de très anti-État, anti-gouvernement. Et donc on n'avait pas de recul, on n'avait pas cette fameuse historique pour dire si oui ou non. Alors là d'ailleurs on sait pas encore, on peut pas dire. C'est comme l'or, on l'a dit, c'est un peu craché et c'est reparti, mais ça arrive à chaque fois. Donc on peut pas conclure si oui ou non les cryptos sont une valeur refuge au niveau macro. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau micro, je vais un petit peu développer, c'est qu'au niveau micro, c'est clairement une valeur refuge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, macro, ça veut dire, c'est comparer la bourse et les cryptos. Ça, on ne peut pas conclure, on ne sait pas encore si c'est vraiment une valeur refuge. Il faudra attendre un petit peu. Par contre, au niveau micro, c'est au niveau des pays. C'est-à-dire que chaque pays, à chaque fois qu'il y a eu une hyperinflation ou qu'il y a eu un problème monétaire, ou vraiment une crise importante dans le pays, à commencer par l'Argentine par exemple, Venezuela. Le Venezuela, ouais, tu me l'enlèves de la bouche. Regarde, les mecs se jettent sur le Bitcoin. Enfin, tu le vois, tu as un début de crise, tu regardes même Google Trends et tu tapes Bitcoin, par exemple, on va prendre l'Argentine. Il y a un pic de recherche au moment où ça va mal et tous les gens se réfugient. Et là, je suis tombé hier dessus, c'est pour ça que je prends l'exemple de l'Argentine. Tous les mois, depuis 3 ans, je crois, tu as une augmentation du nombre de wallets Bitcoin au niveau du pays. Parce que eux, ils savent, ils ont eu 10 000% d'hyperinflation, ce qui a fait que ça revenait moins cher de se chauffer au billet que d'utiliser ces billets. Et donc, ils se sont réfugiés dans le Bitcoin. Au niveau macro, tu remarques qu'à chaque pays, tout le monde va sur le Bitcoin. Ah, c'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que le Bitcoin
va remplacer les monnaies d'État ou rien à voir? Parce qu'il y a aussi cette espèce de fantasme dans les fantasmes que tu évoques. Oui. Il y a ce fantasme de dire tout va s'effondrer et comme tu dis, ça va dans une espèce de scénario catastrophe emboîté parfaitement comme si quelqu'un l'avait écrit au préalable et on ne pourra plus utiliser les monnaies classiques, on devra basculer sur les cryptos. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Après oui, je suis aussi le premier à faire des podcasts avec ce genre d'intitulé en disant effectivement attention, l'euro c'est pas non plus la monnaie la plus sympa sur la planète, c'est pas la meilleure des stratégies monétaires qu'ils ont comparé à d'autres pays. Donc ce qui est super intéressant aussi, je me permets de me refaire une ancienne pub parce qu'en 2018 j'avais fait un podcast que j'avais appelé le Bitcoin dans 20 ans. En fait j'avais essayé d'imaginer ce que ça allait donner avec différentes phases. Et là, on est en plein dedans, parce que j'avais dit qu'une des premières phases, ce serait que les États allaient commencer par créer leur propre monnaie, par crypto-monnaie étatique, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir du coup maîtriser le peuple, maîtriser parce que ça devient centralisé. Enfin, on prend une idée décentralisée, on la centralise, et que l'étape suivante, c'est qu'ils n'allaient pas y arriver, parce que c'est impossible, et de toute façon on ne peut pas contrôler techniquement, à moins de mettre des parafeux sur l'ensemble de la planète, on peut utiliser le Bitcoin quoi qu'on en dise, même si on nous l'interdit, et qu'ensuite on allait passer dans une deuxième phase, qui est la phase initiale, enfin l'idée originale du Bitcoin, c'est-à-dire que ça devient la monnaie du peuple, et l'individu devient l'individu souverain. On n'a plus besoin de l'État-nation, on n'a plus besoin, même on n'a plus besoin des banques techniquement, il n'y a plus de tiers de confiance, et ça devient vraiment on va dire une devise de pair à pair, complètement décentralisé. Et ça va venir après. Et donc, en quelque sorte, oui, ça devient une valeur refuge, parce que si effectivement on en a maintenant, et que dans 10 ans, c'est effectivement le cas, ça devient une monnaie décentralisée complètement pair à pair, et que du coup, les États se sont rendus compte que ça sert à rien de faire une crypto nationale, et ben ça sera véritablement une valeur refuge, totalement. D'accord, donc pour toi, alors peut-être pas une monnaie dans ce que j'entends, mais plus une valeur refuge. Une valeur... Alors, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça que je dis jamais crypto-monnaie, je dis crypto-actif, parce que vu qu'il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies, et il y en a très très peu où pour le cas c'est des monnaies. C'est-à-dire qu'il y en a très très peu, de toute façon ça ne servirait à rien d'avoir 3000 monnaies. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment des monnaies, comme on a le fiduciaire actuellement, des devises d'échange financières. Il n'y a que le Bitcoin et quelques autres, quoi. Il y a le Litecoin et ainsi de suite. Pour les autres, c'est des crypto-actifs, en fait, c'est comme des actions. En fait, derrière, il y a une vraie entreprise, mais on va pas en parler parce que le but ici, c'est de parler de l'échange monétaire, l'échange fiduciaire. Tout à fait. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est ce que tu nous dis, c'est que le Bitcoin et le Litecoin sont les seules vraies monnaies à destination d'être une monnaie. Exactement. Et c'est pour ça que le Bitcoin aussi reste le numéro 1 et que c'est aussi la plus connue, voire la seule qui est connue du grand public, parce que c'est rentré véritablement, enfin encore, pas à grande échelle, mais quand tu parles crypto, c'est Bitcoin. Et parce que l'objectif, il est simple, c'est de remplacer, d'avoir une monnaie mondiale unique sur la planète, qui n'est pas une puissance, qui serait l'État et les banques, et qu'effectivement, il n'y a que le Bitcoin. Enfin, il y en a quelques autres, mais il n'y a que le Bitcoin. T'as l'Ethereum aussi, qui est quand même assez connu, je trouve, maintenant. Ethereum qui commence à être cité, bon, ça reste le numéro 2 en termes de capitalisation, c'est-à-dire l'argent qui est sur le marché Ethereum. Par contre, Ethereum, rien à voir avec l'objectif de Bitcoin. C'est pas une monnaie. C'est pour les smart contracts, c'est pas du tout le but, c'est pas de faire des échanges de valeur. D'accord. Tu penses que, tu vois, on va revenir au départ de la discussion, tu penses que tout le monde devrait en avoir du Bitcoin? Bon, moi j'en ai pas, donc du coup ça m'intéresse, mais... Oui. Je peux même pour te dire, j'avais cité cette phrase, c'est-à-dire en 2020, n'importe quel investisseur digne de ce nom, désolé Nicolas, doit avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Encore en 2010, en 2015, mais en 2020, n'importe quel investisseur digne de ce nom doit avoir du Bitcoin. Alors je parle pas d'avoir un portefeuille très recherché, très diversifié en crypto avec 20 cryptos, mais du Bitcoin, oui. Argumente. C'est-à-dire que déjà, c'est un peu ce qu'on a très rapidement abordé sans développer, c'est les stratégies monétaires de certains pays. C'est-à-dire, je préfère avoir du Bitcoin que d'avoir de l'euro. Alors évidemment, en plus, je suis très franco-français, je reste en France, j'ai mon entreprise en France, j'ai du patrimoine en France, donc je consomme en France, j'achète et je vends en France. Donc forcément, il faut que j'ai besoin de l'euro. Mais le reste, c'est-à-dire qu'une grande partie de mon épargne, de mon épargne de sécurité et certains investissements, ils sont pas en euros. Ils sont dans d'autres devises, alors des devises que tout le monde connaît, et même j'ai de la devise chinoise, mais j'ai une partie aussi en Bitcoin, parce que j'ai beaucoup plus confiance. Après, il faut savoir ce que ça représente derrière. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière au niveau de la technologie, et derrière ce que ça représente philosophiquement parlant aussi le Bitcoin.
Que sinon, c'est juste pour en acheter. Déjà, vu que ça fluctue pas mal, c'est-à-dire qu'à le moindre truc, tu vas sortir du marché du Bitcoin et tu vas pas comprendre pourquoi tu dois le garder. En fait, et pareil, on me dit, mais oui, mais si ça se casse la gueule, le dollar ou l'euro, comment tu peux comparer le Bitcoin? Mais oui, mais en fait, un Bitcoin, ça sera toujours un Bitcoin. Toi? C'est-à-dire, que ça soit du 1000, 10 000, 100 000 dollars, ok, c'est parce que tu le compares. Mais quand tu as des euros sur ton compte, en fait, tes euros, ils bougent un peu tous les jours comparé au dollar. Mais tu te dis pas, tiens, il bouge. Non, j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 euros. Je comprends. Mais alors, du coup, j'ai une autre question à te poser. T'as d'autres. Parce que moi, en fait, si tu veux, tu le sais, je suis pas. Pour moi, tout ça, c'est du forex, en fait. Enfin, c'est de la marché d'échange de monnaie. Et du coup, je suis pas quelqu'un qui spécule spécifiquement sur les monnaies, en fait. Est-ce que tu possèdes des actifs dans d'autres monnaies? Tu comprends ce que je veux dire? Puisque des actifs, oui. Oui, alors j'ai un portefeuille de. Enfin, par exemple, j'ai des yuan. Alors, je garde une partie, ça c'est purement de la devise, c'est même pas de l'investissement, c'est des devises. J'ai des yuan par exemple, voilà, j'ai de la livre sterling. C'était ça ma question, est-ce que tu as d'autres devises autres que. Voilà, toi, mais oui, mais parce que d'après tu es dans cette dynamique-là. Ah bah, je suis dans des dynamiques, c'est-à-dire que moi, à long terme, au vu de la politique, par exemple, chinoise, de leur stratégie monétaire, à long terme, c'est sûr que ça va massacrer l'euro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie et c'est que à court terme l'euro. Les Chinois, eux, c'est l'inverse de nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun scrupule à se sacrifier à court terme. C'est très difficile à entendre, à avoir des moments difficiles à court terme, mais à long terme, ça sera gagnant. Alors que c'est l'inverse des Américains ou des Européens. C'est-à-dire qu'on fait tout pour sauver les entreprises, quitte à inonder le marché de dollars, d'euros, ce qui est bien pour solutionner le problème à court terme, mais à long terme, en fait, quand vous recevez par exemple 2000 dollars de Trump, c'est pas Trump qui signe un chèque qui vous donne 2000 dollars. En fait, vous empruntez de l'argent à vous-même dans le futur, ou à vos enfants en fait. Vous prenez de l'argent aux générations futures qui vont devoir rembourser. Et donc ça, c'est très très problématique à long terme. À court terme, ça peut sauver les meubles. Et les Chinois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que eux, c'est un modèle très darwinien. C'est-à-dire qu'ils vont pas sauver leur entreprise. Il va pas y avoir d'entreprise zombie, comme ils disent. C'est des entreprises bancales qui, dès que ça va pas, on essaie de les sauver, mais techniquement, ça marche pas. Ils ont pas d'entreprise comme ça. Donc ils ont que des entreprises qui doivent faire du cash. C'est très darwinien. Hein, c'est vraiment le plus fort. Par contre, derrière, jamais de la vie, ils vont toucher à leur monnaie, les Chinois. Par exemple, c'est pour ça que j'ai des yuan et c'est un peu la même logique pour ça que j'ai des bitcoins. C'est-à-dire que le bitcoin, jamais on va pouvoir en réimprimer un. Il y a un nombre fixe et c'est le principe même, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais en réimprimer. Donc c'est l'inverse de ce qu'il y a avec la machine à billets. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre de la valeur tous les ans pour le dollar et l'euro, là c'est l'inverse, c'est que tous les ans ça prend de la valeur parce qu'il y a des nouvelles personnes qui l'utilisent alors qu'il y a un nombre fixe. C'est ça en fait. Rien que ça vaut la peine de se positionner sur le Bitcoin. C'est pour ça que certains pays le font parce qu'ils ont des crises monétaires. D'accord, donc ta vision c'est de dire finalement tu te sers de la monnaie pour comment je vais dire ça, valider, c'est pas le mot, mais approuver une politique ou pas d'un État. En gros, c'est comme ça. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, en temps de crise, il y a deux choses. La plupart des gens, même un investisseur, n'importe qui, il veut gagner de l'argent. Il y a un jour A, il y a un jour B, le jour B, il doit avoir plus de richesse. Ça, c'est bien quand tout va bien. Donc, en temps de crise, tu vas essayer de faire de l'argent, mais il y a aussi un autre truc, c'est que tu essayes de ne pas en perdre. Parce que si, admettons, tu as l'ensemble des Français qui perd 50% de son pouvoir d'achat, parce que l'euro a été divisé par 2, par exemple, mais que toi, tu n'as rien fait, enfin, tu t'es juste positionné sur le yuan ou machin, enfin, tu n'as même pas essayé de gagner de l'argent, hein, tu t'es juste sécurisé. Et que du coup, vu que le yuan, ça a été divisé par 2, et que l'ensemble des Français a été divisé par 2, toi, tu n'as pas gagné d'argent, mais potentiellement, c'est comme si tu étais 2 fois plus riche que l'ensemble des Français, sans avoir créé de la valeur. Donc, tu n'as pas perdu d'argent, mais du coup, toi, tu peux consommer 2 fois plus. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vouloir investir pour créer de la valeur, c'est aussi comprendre ce qu'il y a derrière la monnaie, en fait. Ce qu'il y a derrière la monnaie. Ce qu'il y a derrière la monnaie. Et on retrouve un peu la logique aussi dans le Bitcoin. C'est aussi pour ça que je me suis positionné en partie sur le Bitcoin. Alors, du coup, pour toi, c'est intéressant parce qu'on n'a pas la même vision de l'investissement. Pour toi, ton investissement, en fait, il est globalisé. Tu le répartis entre de l'immobilier, de la monnaie. Tu fais de la bourse aussi, j'imagine? Oui, alors je me suis retiré depuis un petit moment, mais j'en fais, oui. Tu t'es retiré pourquoi? Tu sentais le vent venir ou tu t'es retiré parce que... Oui, en fait, oui, sans rentrer dans les détails, j'ai des petits indicateurs entre des trucs très connus comme le VIX, l'indicateur de la peur, et d'autres indicateurs et en fait, à un moment donné, il y avait tout qui était au rouge. C'était à peu près en été 2019, en septembre 2019,
Dire là ça va pas en fait, c'est pas possible, les marchés sont euphoriques, je me retire. Et j'avais même dit en septembre-octobre dans un mail que j'avais envoyé à toute ma liste, il y a 75% de chances que ça se casse la gueule dans les 6 mois. Je l'avais marqué. C'était très risqué de ma part. Et c'est ça avéré vrai. Mais je me suis retiré des marchés donc le dernier trimestre 2019 parce que je me dis c'est pas possible, je prends trop de risques. En fait, potentiellement ça peut encore augmenter, mais je prends pas ce risque. Ouais, je comprends. Mais tant que tu sors et tu rentres sur les marchés en fait. Pour la bourse, oui, c'est ça. Ouais, tu sors et tu rentres. Moi, j'ai pas cette politique-là. Je sors jamais en fait. Quand je rentre, je reste quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que après c'est des choix. Je reviens sur les monnaies. Tu les détiens sous quelle forme? Parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire j'ai des yuan, ça veut dire que j'ai des billets de banque dans un coffre. Tu peux faire ça, tu les mets sous ton matelas. Alors, au yuan, c'est particulier. Parce que la Chine est particulier, parce que la Chine a ouvert son marché aux investisseurs étrangers depuis très peu, depuis 2, 3, 4 ans. Donc, toi, par exemple, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une infime partie du marché américain où c'est des Américains. Et ben en Chine, tu n'as peut-être que 1% d'investisseurs étrangers. Tout le reste, c'est des Chinois. Donc, mais c'est vrai, c'est très fermé. Hein. Ça, je te fais pas dire. Il s'ouvre un petit peu plus. Donc, comment on fait pour avoir des yuan? Il y a 2 solutions, on va dire vraiment rapides. Le plus facile et le plus rapide, c'est d'ouvrir un compte multi-devises, par exemple sur TransferWise, et on envoie des euros et on achète des yuan. D'accord. C'est comme fait, voilà, si on voulait faire un voyage en Chine, et ben, au lieu d'attendre au guichet pour se faire prendre une grosse com pour convertir tes euros, là, tu vas sur TransferWise, tu as très peu de frais, tu convertis en yuan. Ça, c'est le plus facile. Sauf qu'on a encore un pied dans le système bancaire. Oui, c'est ça. C'est ce que j'attendais. Pour vraiment être pour être encore un peu plus dans l'avantage que être hors système bancaire, il y a une technique aussi, c'est de se positionner sur des obligations chinoises. En fait, qu'est-ce que c'est une obligation? C'est simplement une dette de l'État, et forcément, l'État, elle fait la dette dans sa monnaie. Donc, avoir de l'obligation chinoise, c'est comme avoir des yuan, en fait. Donc, acheter de l'obligation chinoise, c'est posséder des yuan. Alors, tu n'as pas de billets, mais au moins, tu es positionné sur la devise chinoise. D'accord. Donc, et toi, tu as opté pour les obligations, j'imagine? Oui, j'ai des obligations chinoises. Ouais, tout à fait. Bon. Je vais un peu prendre les questions, parce que je vois qu'il y en a beaucoup depuis tout à l'heure, notamment des basiques sur le Bitcoin. Ça va nous... Ouais. Voilà, parce qu'on va quand même répondre aux questions qui sont un peu posées. Alors donc il y a des personnes qui connaissent bien, il y a Tous Millionnaires qui dit bien connaître le point sur les crypto-monnaies. Il y en a qui disent qu'ils pigent rien, que ça va les cultiver. Salut Julien. Un placement est considéré à haut rendement à partir de quel pourcentage, nous demande Rudy? Alors, pour moi c'est simple, quand je dis que je suis un expert en placement à haut rendement, c'est que je ne fais pas d'investissement sous 2 chiffres. Donc il faut que ça soit 2 chiffres ou plus. Donc, c'est-à-dire que mon immobilier, il faut que ça fasse au moins 10% de renta. Bon, l'immobilier, c'est quelque chose de très palpable que la plupart des gens connaissent, et c'est pas non plus mirobolant en termes de retour sur investissement, mais c'est au moins 10 chiffres. Et après, tous les investissements que je fais, je suis pas là pour gagner de l'argent dans 40 ans, je suis pas là pour mettre mon argent en assurance vie en livret A. Il faut que ça fasse au moins 10, 20, 30, 40, 50, 100% de retour sur investissement annuel. Alors 100%, c'est un puits de pétrole. Hein. S'il y a des questions qui se posent, des gens qui se posent des questions, tu achètes un puits de pétrole, en 1 an, tu as récupéré ton argent à 100%. Ouais, sachant que par exemple, que Robert Kiyosaki a plus de 400 puits de pétrole depuis des années, et que c'est un retour entre 60 et 80% de retour sur investissement. C'est vrai que ça a baissé. C'est vrai que ça a baissé, mais les puits de pétrole. En fait, c'est ça. T'exploites en fait t'achètes le puits tous les. C'est ça. Tous les ans, ils te rendent ton argent quasiment en totalité. Ouais. Alors. Tu entends quoi par... Alors attends, c'était la même question. Est-ce que les programmes de trading sur Medium Term Notes en font partie? En fait, le trading, oui. Le trading de base. Après, le trading, c'est particulier. C'est-à-dire que si toi, tu le fais, c'est plus vraiment un investissement, ça devient une activité. J'attendais de voir ce que tu allais dire, parce que je pas trop. J'allais dire, dès qu'il y a écrit trading, pour moi, tu travailles, quoi. Mais bon, après. Ah oui. Donc voilà, à la limite, le vrai investissement de trading pur et dur passif, c'est effectivement si tu fais gérer l'argent par quelqu'un d'autre, ce que je peux proposer, mais il faut faire confiance aux gars, il faut savoir vraiment comment ça fonctionne. Et là, ça devient du passif avec un ROI normalement supérieur à 2 chiffres. D'accord, ça répond à la question. Il y a quelqu'un qui demande si tu es dans une tente.
Non, je suis pas dans la je suis dans la chambre de ma fille, de ma bébé fille. qui dort juste derrière. qui dort dans la chambre d'à côté, mais confinement oblige, je ne suis pas dans mes bureaux. Alors attends, ça saute des fois parce que j'ai pas mal de questions. Ouais, je regarde. Voilà, la première fois que bon, ça c'est très bien pour toi. Il y en a qui ont acheté des bitcoins, tu vois. Je suis pas je suis le seul mauvais élève de la salle. Il y en a qui connaissent pas du tout le bitcoin, donc ils s'y intéressent ce soir. Peut-on avoir une définition rapide de ce qu'est le bitcoin? Oui. Alors, il l'a sur Google, mais il a quand même envie de poser la question, dit Julien. À toi. C'est pas gentil. Pas gentil. Donc fais gaffe, il l'a sur Google, il te corrigera. Sérieux? Alors, techniquement, c'est un protocole informatique. C'est-à-dire que le but initial, c'est d'avoir une monnaie de pair à pair. Donc, le pair à pair, tout le monde connaît depuis les téléchargements illégaux. Voilà, peer-to-peer, c'est ce que j'allais dire. C'est quand tu télécharges illégalement. Ça, tout le monde connaît. Décentralisé, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus la banque, il n'y a plus l'État, il n'y a plus personne. C'est vraiment d'une personne à une autre, d'utilisateur à utilisateur, de toi à moi, donc tout le monde est content. Donc, et surtout, on utilise l'outil informatique, donc ultra rapide, très très peu de frais. On ne met pas 3 jours comme pour les banques, c'est-à-dire qu'en 2 minutes c'est fait, et sur toute la planète. C'est-à-dire qu'aussi c'est international, c'est pas une seule planète. Et au niveau de technique, comment ça fonctionne, c'est le minage, enfin pour le Bitcoin, parce que les autres c'est pas forcément que ça. C'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui donnent leur puissance de calcul qui font le réseau. C'est ça aussi qui est génial, parce que c'est le troisième grand avantage après le pair à pair et la décentralisation, c'est la sécurité, parce que là c'est impossible de hacker le système. Il faudrait que l'ensemble des ordinateurs de la planète au même moment soit hacké, ce qui est impossible, hormis par les ordinateurs quantiques, mais ça n'existe pas encore. Donc c'est pour ça aussi souvent que je dis, juste pour ajouter en 10 secondes, que ça a beaucoup plus de valeur que l'argent fiduciaire actuel, parce que l'argent fiduciaire actuel, ça repose sur rien, hormis la confiance que tu as dans un billet. C'est pour ça que tu dis qu'un billet de 500 € a plus de valeur que 50, parce que techniquement c'est 2 bouts de papier, ça n'a aucune valeur. Même numériquement, ça n'a aucune valeur. Alors que là, le Bitcoin, ça a une certaine valeur. Ça représente une certaine puissance de calcul de ton ordinateur. Et donc, ça représente quelque chose qui a de la valeur. Ok, je pense que c'est clair. Il y a Frédéric, on te remercie tous les deux, qui dit qu'il a lu nos 2 livres. Ah voilà, oui, donc merci. Une citation de Nicolas dans mon livre en plus. Oui, c'est vrai aussi. Oui, on en parlera peut-être, tiens, d'ailleurs. Alors, attends, j'ai vu passer un commentaire en direct auquel je voudrais que tu réagisses. Il dit, alors le Bitcoin, il n'y a pas de taxe dessus. Ah, il n'y a pas de taxe. Si, il y a de la taxe. Enfin, c'est considéré, par exemple, si tu fais une plus-value et que tu le ressors, c'est-à-dire que si le fameux mot cash out, c'est-à-dire que si tu le récupères en euros, à ce moment-là, tu es taxé, c'est la flat tax, donc tu es taxé sur 30% de la plus-value. Il y en a qui ont pris de grosses taxes alors. alors ça, c'est en France. Alors ça peut évoluer parce que c'est assez neuf cette loi-là et ça peut bouger très très vite. Il y a beaucoup de pays qui bougent. Après, encore une fois, c'est si tu sors, parce que si tu restes en euros pendant des années, tu cash out pas, t'es pas taxé si tu fais des échanges en Bitcoin. Et il faut savoir qu'on est un des pays les plus taxés parce que nos voisins belges, suisses, allemands, portugais, c'est 0%. T'as pas de taxe, t'as pas d'impôt. D'accord. Il y a Tous Millionnaire qui dit que, à son sens, le Bitcoin n'est pas la monnaie la plus performante compte tenu de la lenteur des transactions et du coût. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il faut aussi ça c'est ultra important dans la technologie, c'est que c'est une innovation évolutive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la technologie Visa, c'est un truc qui date des années 70, c'est Mathusalem, ça n'a pas changé depuis 50 ans en fait le truc. C'est toujours le même nombre de transactions et on ne peut pas changer. Le Bitcoin de 2018 n'est pas le même que le Bitcoin de 2019, n'est pas le même que le Bitcoin de 2020. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on l'améliore, c'est amélioré tout le temps. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse amélioration qui avait été faite en 2019-2020. Il y a beaucoup plus de transactions qui sont possibles sur le Bitcoin, avec moins de frais et encore plus rapide. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va arriver à un stade au bout d'un moment où le truc va être ultra performant, ultra rapide, très 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 peu coûteux. C'est ça aussi, c'est une innovation, il ne faut pas oublier que c'est de la technologie derrière. On est d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande, on va pas y passer 2 heures, Julien, parce que qui demande qu'est-ce que tu appelles miner. Miner, c'est ça, c'est le minage. En fait, c'est un ordinateur en fait.
On a tous vu, alors, la plupart surtout en 2017 quand ça avait très augmenté, ces fermes de minage, donc ça c'est vraiment à une échelle industrielle où il y avait plein de machines qui tournaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est des machines de minage. En fait, c'est exactement les mêmes composants qu'un ordi, hein, sauf que là, au lieu de jouer avec, au lieu de gamer ou au lieu de travailler avec, on le met à disposition uniquement du réseau Bitcoin. Et en fait, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est que derrière la technologie, c'est la blockchain, on va chercher des blocs sur la chaîne, et dans un bloc, il y a 12 bitcoins. Voilà. Et le mec qui trouve le bloc, il est récompensé, dedans, il y a 12 bitcoins. C'est comme ça que les mineurs, ils créent de la crypto. Ils créent de l'argent. En fait, ils créent de l'argent pour eux. En fait, ils sont simplement récompensés parce qu'ils mettent leur puissance de calcul, mais surtout, ils créent le système. C'est eux qui créent les cryptos, qui créent le bitcoin, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, ils mettent à disposition des utilisateurs, ce qui a une vraie valeur. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce que tu penses, nous dit David, de l'or contre le bitcoin ? C'est pas vraiment comparable dans l'innovation. C'est pas une innovation. Techniquement parlant, l'or, c'est une matière première, c'est métaux précieux. C'est quelque chose qui est quasiment même pas utilisé dans la technologie, c'est plutôt stocké. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins le même stock sur la planète d'or, même si on trouve de temps en temps des gisements d'or. Alors que de l'autre côté, tu es à la blockchain, c'est un protocole informatique. Alors techniquement, tu peux pas comparer les deux. Après, d'un point de vue économique et financier, tu peux les comparer dans le sens où effectivement, moi, je suis plus sur les actions, mais par contre, j'ai de l'or et j'ai du bitcoin. Parce que les deux sont une valeur plus ou moins refuge. Attends. T'as de l'or comment ? Parce que alors, on précise pas de l'or papier. Hein. Voilà. Allez vous faire voir tous là avec votre or papier. Sachant que le ratio, c'est quand même 1 pour 400. C'est-à-dire que tu as 400 mecs qui ont de l'or papier et qui croient qu'ils ont de l'or pour un seul mec qui a véritablement de l'or. Donc, c'est n'importe quoi. Et le jour où le mec il veut voir de l'or, il a du vent, il a rien du tout. Et donc il faut avoir du vrai or, alors, soit stocké quelque part, des lingots d'or, des pièces d'or chez vous, ou hors système bancaire en Suisse, mais ayez du vrai or par contre. Pourquoi tu dis hors système bancaire en Suisse ? Parce que l'idéal, c'est encore une fois, c'est aussi à la fois d'avoir de l'or et à la fois de sortir du système bancaire, parce que si c'est pour stocker ça dans un coffre-fort qui est en banque. Ah oui, j'avais pas compris, excuse-moi. Oui, ça y est, je suis sûr. J'essaye d'être hors système bancaire. Et après, le problème, le paradoxe, alors moi je voudrais quand même modérer un peu ce que tu dis, François. Déjà, premièrement, il n'est pas révolutionnaire, hein, je vous rassure. On va commencer par ça. Et deuxièmement, comment je vais dire ça ? Je comprends, hein, et j'adhère en plus à cette notion. Parce que moi, quelque part, avec mon immobilier, ça revient au même en fait. Je suis très peu exposé au système bancaire, mais on a quand même besoin des banques. C'est-à-dire, il faut rester cohérent. C'est-à-dire que je pense que cette démarche, elle rentre dès l'instant où dans le système d'un individu, donc des gens qui nous écoutent, tu commences à rentrer dans une phase où l'argent que tu gagnes, en fait, finalement, il produit suffisamment d'excédent. Alors, qu'est-ce que j'appelle de l'excédent ? C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent, tu as besoin de 2 000 ou 3 000 euros par mois pour vivre. Tu vas en gagner 6 000. Et là, tes 3 000 que tu as en trop, dont tu n'as pas besoin, plutôt que de les économiser comme un idiot sur un compte, tu vas pouvoir commencer à mettre en place ce genre de stratégie. Alors oui, comme il a dit tout à l'heure en parlant des Chinois, tu peux aussi le mettre en place dès maintenant et te sacrifier au présent pour ton futur. Ça, c'est aussi une certitude. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que moi, en tout cas, c'est plutôt ma philosophie. Je pense qu'on la partage là-dessus. Commence quand même par te servir du système bancaire et t'enrichir déjà dans un premier temps avant de vouloir t'en sortir complètement, parce qu'on s'en sort quand on n'a pas plus besoin, ou en tout cas moins besoin d'eux, mon avis. Voilà. Parce que là, comme tu parles, je pense qu'en fonction des personnes qui nous écoutent, il y en a qui vont se dire « Ah, mais en fait, je suis trop exposé, je vais perdre tout mon argent. » Mais il y a un processus à suivre, quoi. Tu ne ressors pas du système sans avoir utilisé d'abord le système, quoi. Voilà. Et j'ai encore un dernier point aussi à dire. Le système bancaire, il a ses avantages et ses inconvénients, mais il peut te permettre d'aller très loin aussi. Hein. Faut pas, voilà. Ah bah oui, non, mais je l'utilise aussi. Enfin, après, on va pas développer sur la banque en tant que telle. Après, une banque, techniquement, elle devrait pas s'enrichir. Enfin, techniquement, même historiquement, une banque devrait être pauvre. La banque ne doit pas s'enrichir sur l'individu comme elle le fait actuellement. Je sais pas, parce que c'est compliqué. C'est compliqué là comme sujet. Là, tu es compliqué là. Après, oui, c'est-à-dire que à l'échelle de tout le monde, on doit utiliser les leviers que représente ce que peut proposer la banque, bien sûr. C'est ça. Et donc voilà, relativiser quand même par rapport à tout ça. Alors, je vais te prendre une autre question. J'en ai vu passer, mais j'essaye de prendre les plus anciennes pour que tout le monde ait réponse. Oui, en plus,
Je vois des réponses à des questions qui sont fausses en plus. Mais bon, c'est pas grave. Nico, trouve-moi un puits de pétrole à 20 000 euros. Ben, c'est marrant, ça n'existe pas. et après, il faut quand même savoir aussi que si tu trouves... C'est marrant ta question parce que si tu trouves un puits de pétrole, l'argent qu'il faut pour aller l'exploiter, enfin, il faut de l'argent, quoi. C'est pas, on n'est pas dans ces budgets-là. Il manque des petits zéros à ton prix, quoi. Voilà. Concrètement, la blockchain est un réseau. Bon, ça c'est bon, c'est des réponses. Attends, j'essaie de reprendre. Du coup, le Bitcoin. Alors, ça, on a répondu, parce que je l'avais vu passer tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Alors, si aujourd'hui quelqu'un achète 7 000 $ et revend 14 000 $, aucune déclaration à faire. Si tu gardes les bitcoins. Mais non, mais s'il a revendu. Le reste en bitcoin, c'est si tu as 14 000 $ en bitcoin, tu n'as pas encore à déclarer. Voilà. Par contre, si tu récupères en dollars ou en euros, à ce moment-là, oui. En fait, c'est sur la plus-value. Donc là, il faut que tu sortes. C'est de 7 000. Sur 14 000, c'est de 7 000. Et donc, tu es taxé 30% sur 7 000. Donc, en toute logique, tu vas payer un peu plus de 2 000 $. Alors, je suis d'accord avec toi, Thomas. Il faut se former sur la crypto-monnaie. On est bien d'accord. Mais il demande quand même quelle est la stratégie la plus simple pour investir dans le bitcoin. En fait, le plus simple et le plus efficace, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais rien, c'est-à-dire que tu l'achètes et t'attends. C'est ce qu'on appelle le holding, c'est-à-dire en gros, ce qui est vrai, c'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, le grand public, les gens qui connaissent rien et qui ont envie de tâtonner le terrain, qui boursicotent aussi, les mecs, s'ils avaient rien fait, s'ils n'avaient pas essayé de faire de l'achat-revente, s'ils avaient vraiment rien fait, ils ont gagné plus en faisant rien, en attendant que le truc monte. Et pour ceux qui sont un peu novices sur le marché, il faut savoir qu'en général, on ne regarde pas les plus hauts sur un marché, ce qu'on appelle les ATH, les all-time high. On regarde les plus bas, surtout pour quelqu'un qui investit sur plusieurs années, sur le plus bas, c'est les low time, c'est les high sur les LTH, pardon, qui est le plus bas historique. Et il faut savoir que sur le Bitcoin, le plus bas historique, tous les ans, augmente tous les ans. C'est-à-dire que les plus bas, depuis 10 ans, il est supérieur à l'année précédente. En gros, ça augmente depuis 10 ans, en fait, le Bitcoin. Donc, le mec qui achète et qui attend au moins 12 mois, il est gagnant. Enfin, il est gagnant. C'est-à-dire qu'il faut attendre un certain temps, il faut être patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'affoler si ça descend un petit peu ou si ça augmente. Et ça, c'est la stratégie la plus simple. Tu achètes du Bitcoin sur n'importe quelle plateforme, c'est fait en 5 minutes et tu ne fais plus rien. Surtout si tu n'y connais rien. Ouais, je comprends. Ça te permet de... Bon, après, voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment créer un portefeuille diversifié pour aller chercher des projets un petit peu plus jeunes. Ça, c'est en mode crypto actif, en avoir au moins une bonne dizaine. Ça, c'est un autre problème. Mais si c'est juste acheter du Bitcoin, formation, après, voilà, non, mais bon, il a quand même raison sur le point où, voilà, il vaut mieux quand même savoir de quoi on parle. Stéphane, alors je pense que c'est un peu d'humour, mais c'est quand même drôle, demande s'il peut acheter des Bitcoins avec ses francs. Alors, c'est du franc suisse, oui, peut-être. Oui. Alors après, attention Stéphane, moi je veux bien récupérer tes pièces de francs parce qu'il y en a certaines qui valent des sous quand même. Hein. Moi je n'échangerai pas perso, mais bon voilà. Alors Tous Millionnaires dit, alors il y a quelqu'un qui conseille pas le Bitcoin. Est-ce que tu valides ou pas cette information? Qui est le commentaire en fait? Comment ça? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il conseille pas le Bitcoin? Parce qu'il dit que, en fait, il y en a qui posent des questions sur le Bitcoin, c'est le sujet, et Tous Millionnaires, lui, ne conseille pas forcément cette crypto. Je pense que du coup, il va préférer les plus jeunes crypto-monnaies. Et j'imagine, je sais pas, il ne l'a pas précisé. Est-ce que toi, tu la déconseillerais ou tu partirais plus sur autre chose? Alors voilà, il dit, en temps réel, il dit beaucoup de personnes croient que c'est le Bitcoin qui a connu la croissance la plus importante. Or, c'est l'IOTA, dont le prix a été multiplié par 2,8 millions de fois. Alors non, c'est faux. Bon, ben voilà, t'es là pour ça. Alors techniquement, oui, si tu prends, c'est le Bitcoin qui est un des plus gros ROI, voire peut-être le plus gros. Il faudrait regarder exactement. Et encore une fois, est-ce que tu prends les shitcoins, les faux, les Ponzi, les machins, enfin bref, ça, c'est une autre question. Après, l'IOTA, non, il n'a pas été multiplié par 2,8 millions de fois, ça c'est faux. Surtout que moi je suis un des premiers en France à avoir parlé du IOTA, je l'avais conseillé, donc c'est une crypto que je suis de très très près. C'est un projet qui est sur les objets connectés, donc c'est vraiment un marché que je connais surtout de mon côté ingénieur. Donc pour le coup, l'information, celle-ci est fausse, donc faut faire attention à ce qui est dit. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire un ROI sur le Bitcoin, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait qui est un peu plus possible. Alors effectivement, on ne va pas faire fois 10 000, fois 100 000, mais on peut faire un fois 10 très facilement sur le Bitcoin encore. C'est ce que je prédis, 2021-2022, quelqu'un qui se positionne maintenant, il fait x10.
D'accord. Après, c'est sûr que sur l'ensemble du marché, et c'est mon travail, ça c'est quelque chose que je fais à mes clients, l'analyse de projets plus jeunes qui viennent de sortir, qui n'est pas encore connu par le grand public, à la limite c'est un travail que fait un business angel. Il analyse l'équipe, qui sont les mecs derrière, qu'est-ce que ça représente. C'est ce que je fais. Et là effectivement on peut aller chercher des projets, ça existe encore, qui vont faire x100 par exemple. Ça c'est sûr. Bon, je pense que tout le monde a compris que ça valait le coup au global, qu'il faut quand même se renseigner en fonction de quel domaine, enfin de là où tu veux t'orienter. Quel procédé faut-il suivre pour acheter un Bitcoin en France sans se faire avoir? Acheter du Bitcoin en France? Ouais, sans se faire avoir. Bon, en fait, c'est simple. Alors, pour le coup, il faut oublier France ou pas France. Le projet crypto, projet blockchain, c'est international. Il n'y a plus de frontières, il ne faut pas l'oublier. Donc, quelqu'un qui est au Zimbabwe, en Asie ou en France, ça va être pareil. En fait, il faut utiliser... Alors, c'est intéressant, juste un petit détail là-dessus. Il faut utiliser des plateformes d'échange, qu'on appelle des exchanges, qui sont spécialisés dans les crypto-actifs. On va dire qu'il y en a 3. Vraiment, mondialement, il y a 3 acteurs qui sont gros. C'est Coinbase, Kraken et Binance. Ouais, Kraken, je connaissais, ouais. Coinbase, on va dire, c'est ultra grand public, c'est vraiment fait pour ta grand-mère. Il y a 3 boutons, on dirait PayPal, le truc. Par contre, ils te prennent des frais, ils te prennent des beaux frais. Ouais. Donc on va éviter de passer par Coinbase. Moi, je conseillerais Kraken parce qu'ils ont très 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 peu de frais, c'est assez user-friendly. D'accord. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut faire très attention aussi de ne pas aller sur tout ce qui est eToro, Revolut. C'est un peu comme on a parlé tout à l'heure avec de l'or. On n'a pas de crypto en fait quand on achète sur eToro, sur Revolut. On a quelque chose qui nous dit que on est positionné sur le Bitcoin. On utilise peut-être la valeur du Bitcoin pour trader, mais on n'en possède pas. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut posséder un vrai Bitcoin. Tu penses quoi de eToro? C'est intéressant, ça, tiens. Bah, on va dire que c'est intéressant pour trader et pour quelqu'un qui est vraiment, on va dire que pour un novice, c'est leur marketing, c'est que c'est facile à faire, c'est que c'est très rapide. Et ça utilise, enfin ils ont beaucoup d'actifs, ils proposent beaucoup d'actifs, donc ça c'est un avantage. Après évidemment, si on veut acheter crypto, de l'or, machin chose, c'est pas parce qu'on est sur eToro qu'on va en avoir, ça on va complètement oublier. Et même techniquement parlant, et pour ceux qui avancent un petit peu et qui sont un peu plus avancés en trading, il y a mieux comme plateforme de trading. Je suis pas un grand fan, hein. J'utilise aucune plateforme, j'ai une société qui achète des actions, donc je passe par un autre processus, mais c'est pour ça que je te pose la question. Non, mais je suis pas un grand fan non plus. Je suis pas trop, c'est pas mon délire tout ça. Non, mais c'est souvent, en fait, le marketing de eToro est fait pour les débutants. T'as des pubs YouTube, t'as des pubs partout. C'est ouvre ton premier compte. Sauf qu'effectivement, je reçois beaucoup de messages qui disent j'ai des bitcoins, mais sur eToro. Et en fait, non, t'as pas de bitcoin. T'as eToro. Vends de suite, va sur Kraken, et là, techniquement, tu feras partie de la blockchain mondiale et tu auras une vraie valeur. Rapidement, ce qui sont sur Facebook, Instagram, rejoignez-nous sur YouTube. C'est là où vous verrez François. Je suis pas tout seul parce que vous devez voir un gars qui bouge sa tête et qui écoute un autre gars. Vous devez dire mais c'est quoi ce délire? Donc je suis sur YouTube, Immobilier et compagnie. Je le dis parce qu'il y a du monde et voilà. Bon, je suis en train de régler le problème. Bientôt, je pourrai diffuser partout. On te verra partout, François, bientôt. Alors, il y a une question pour moi qui me fait sourire. Et pour Nico, on peut acheter une baguette de pain avec du Bitcoin. Alors, il y a des magasins, mais ça, tu vas pouvoir aussi le confirmer, qui proposent d'acheter en Bitcoin. C'est vrai que moi, je fonctionne avec la monnaie dans laquelle j'évolue. Après, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous compreniez que là, on est dans des stratégies d'excédentaire. C'est-à-dire que vous avez de l'excédent. Comme le dit François, moi je suis assez débile comme mec, c'est-à-dire que j'ai un gros objectif, tant que je ne l'ai pas atteint, je reste bloqué sur l'objectif. Donc comme j'arrête pas de... Oui, non, mais voilà. Moi aussi. Non, ouais, mais je pense qu'on n'a pas le même objectif en immobilier, donc du coup, à chaque fois je l'augmente, à un moment donné il va falloir que j'arrête. Mais c'est vrai que je suis très focalisé, bon voilà, c'est mon problème j'ai envie de dire, mais après oui, techniquement tu peux acheter ta baguette de pain avec du Bitcoin. Ouais, quelques petites précisions, tous les ans les magasins qui acceptent le Bitcoin augmentent. Il y a même une rue à Paris qui est ultra connue, qui est appelée la rue du Bitcoin, parce que tous les magasins de la rue acceptent le Bitcoin. Donc en France on est un peu en retard, mais littéralement il y a des pays, c'est normal en fait. Ouais, c'est ça. Et même je rajouterais, c'est aussi c'est un indice que j'aime bien regarder, c'est les distributeurs de crypto, distributeurs de Bitcoin, qui est pas très connu par le grand public. Ça ressemble à un distributeur normal, sauf qu'on fait on récupère du Bitcoin. Et l'augmentation des distributeurs est drastique. Genre ça fait 400% tous les ans. Ah ouais. Et c'est un indicateur qui est très important pour moi parce qu'effectivement, les distributeurs, c'est quelque chose qui vraiment matérialise le truc. Et Nicolas, par exemple, il y en a un à Montpellier. Maintenant. Ah ouais. Il y en a un à Paris. Et donc ça, c'est bon. Encore une fois, on est en retard sur le nombre de distributeurs en France.
mais c'est un indicateur que je regarde très souvent et c'est important pour moi. D'accord, non, mais j'entends. Alors moi, c'est un sujet que je voulais aborder ce soir avec toi. Donc Facebook voulait lancer effectivement sa crypto, qui a été bloquée par la SEC, comme ça a été indiqué dans les commentaires. Moi, j'avais aussi suivi cette affaire parce que je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose que si ça se fait, parce que, alors, tu vas me donner ton avis. Moi, de la sensation que j'ai eue, effectivement, il a été bloqué, mais dans le fond, j'ai la sensation juste que des gens lui ont dit non, mais que lui, il n'a pas l'air de... Tu vois, j'ai la sensation que c'est comme si moi, je te disais, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je me suis concentré, focus sur l'immobilier. Je continue avec mon immobilier. C'est comme si je restais bloqué là-dessus. Que tu me dises, non, Nicolas, il faut que tu arrêtes de faire ça. Je te dirais oui, mais je continuerai à être focus sur l'immobilier. J'ai cette sensation de l'extérieur quand j'ai suivi l'affaire qu'au final, voilà, les gens lui ont dit, il ne faut pas que tu le fasses. Il a dit oui, ok, je le ferai peut-être pas. Voilà, alors voilà, j'aimerais bien avoir toi. C'est toujours comme ça qu'il parle lui. Oui, après il y avait un petit engouement plus des entreprises qui étaient, ils avaient eu je sais plus de combien de collaborations. Depuis, il y a eu énormément d'entreprises qui se sont retirées du projet. Genre, on veut plus être associé, on se retire. Donc pour moi, le truc, il était mort déjà. À la limite, au lancement, il était mort dans l'œuf le truc. Ça devrait pas aboutir par rapport à ce qu'il voulait initialement. Après, c'est sûr que techniquement, ça reste quelque chose de centralisé et en fait, il veut juste utiliser la blockchain à l'avantage de l'entreprise. Après, c'est sûr que philosophiquement, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie ou le Bitcoin de base, qui est décentralisé, qui est de ne pas donner la puissance à un seul acteur. Enfin, là, disons que le fond du problème, c'est que tu avais un homme qui devenait plus puissant que les États. Et on ne parle pas d'un État, on parle des États. Bien sûr. Voilà. Bon, je pense que le veto, il a été mis par rapport à ça, mais voilà. Alors, je suis hyper content parce que ça se fera naturellement ce soir. Il y a Stéphane qui me dit, quand on me parle de blockchain, je pense pyramide de Ponzi. J'avoue, j'ai du mal avec ce que je ne comprends pas. Et effectivement... faut comprendre, bien sûr. Voilà. Et tu sais que je t'ai appelé il n'y a pas longtemps parce qu'on m'a parlé récemment de la révolution qui allait arriver suite à la crise qu'on connaît grâce à une superbe crypto-monnaie qui s'appelle le Stone. Je suis un grand fan des pyramides de Ponzi et je prends un malin plaisir à en parler. Donc je sais qu'on en a parlé, j'espère que ça ne te gêne pas de parler librement de ça. Au contraire. Est-ce que tu peux un peu... voilà. Parce qu'on associe du coup souvent après certaines cryptos à des Ponzi parce qu'il y a eu pas mal de Ponzi. C'est-à-dire qu'en 2017, quand il y a eu la bulle, c'était n'importe quoi, c'était la jungle. Il y avait des levées de fonds qui étaient pas des vraies levées de fonds. Enfin, il y avait des shitcoins, comme on dit, qui étaient simplement des Ponzi. C'était très facile parce qu'il n'y avait aucune régulation et que c'est très facile de créer sa crypto. C'est-à-dire que moi, là, demain, je peux créer le François Coin, le François Denis Coin. Je vous dis que ça va être ultra révolutionnaire, en fait, que ça repose sur rien. Vous allez acheter mon truc et moi, je me barre quand ça sera, j'aurai fait x100. Donc oui, ça, c'est possible. Sauf qu'en fait, il faut regarder technologiquement ce qu'il y a derrière. Ça, c'est déjà la base. En fait, c'est même pas le monde des cryptos. C'est, par exemple, il y a eu dans les entreprises, dans les startups, parce qu'il y a aussi il y a une mode des startups. Il y a même eu un livre et une série il s'appelle Bad Blood. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'était une femme qui avait levé des millions. Je crois que on n'était pas loin du milliard sur une fausse entreprise. D'accord. C'est la plus grande escroquerie de la planète. C'est parce que c'était dans la Silicon Valley. Elle avait réussi à lever des millions pour quelque chose qui était bullshit, sur une fausse promesse. En fait, c'est pareil. J'ai lu le bouquin, il est génial. Et c'est pareil, c'est pas parce que c'est une crypto que ça y est. Non, c'est-à-dire que tu peux lever des fonds en faisant croire à n'importe quel investisseur que c'est du concret. Ben oui, en fait, derrière, il peut rien avoir. Ça peut être du Ponzi, ça peut être du pyramidal, ça peut être du MLM, ou ça peut être du vent, ça peut être un white paper sur lequel ça repose juste sur une idée, en fait. Alors, je vais vous montrer de quoi on m'a... Bon, c'est pas pour... je suis pas là pour faire des histoires, mais bon, voilà. Je trouvais ça tellement drôle parce que bon, c'est une crypto-monnaie, mais en même temps, c'est une boisson. Bon, c'est quand même... y a pas besoin... Je suis pas expert en crypto, mais... Voilà. Oui, c'est souvent, on m'envoie... J'ai des d'amis qui me disent moi, je ne connais rien. Il y a quelqu'un qui m'a proposé une super opportunité. Voilà, alors, c'est déjà, ça. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe parce qu'en général, c'est rare que les gens fassent la promo d'un projet juste comme ça. C'est que souvent derrière, je te fais rentrer et du coup, c'est du MLM où il y a de l'affiliation ou du machin et en fait, ça repose sur rien. Genre le Bitcoin, si vous allez sur le site du Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le livre blanc, le white paper. Ça vous explique par A plus B ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une technologie derrière et mon côté ingénieur, j'ai lu le truc, j'ai analysé les mathématiques qu'il y avait derrière.
Ça repose sur quelque chose. Il y a un site du Bitcoin, c'est le bitcoin.org, c'est ça? Je crois que c'est ça, oui. Et puis même, je crois que tu peux télécharger l'ensemble de toutes les transactions, parce qu'on voilà, c'est décentralisé à l'échelle internationale. Tu peux télécharger l'ensemble des transactions planétaires depuis l'existence du Bitcoin. Ça n'a aucun intérêt, ça fait plusieurs gigas, mais pour montrer que c'est traçable, quoi, qu'on peut voir que c'est vraiment mondial et que tout le monde peut faire partie du réseau. Je vais te poser une question qui intéresse, je pense, tout le monde, mais parce que ça nous vient à l'esprit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui disait oui, mais alors moi, je peux créer une crypto-monnaie basée sur rien, qui voudra l'échanger. Ils gagnent quoi, ces gens-là? Tu sais, dans une équation, on aime bien savoir ce que gagne l'autre, pas par curiosité, mais là pour qu'on comprenne le fondement même. Qu'est-ce que gagnent les personnes qui ont mis ça à disposition? Ils gagnent quoi, l'entreprise? Il y a une entreprise derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Tu parles de Ponzi ou tu parles de vraie entreprise avec un... Non, Ponzi, je l'ai laissé derrière, on y reviendra après. Okay. Je te parle du Bitcoin. Tu me dis là, le Bitcoin, tu vois, il y a une société derrière. Tu vois, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui est un peu... En fait, il faut avoir une vraie utilité. Parce que là encore, c'est pour ça qu'il y avait la hype des cryptos en 2017-2018. Il suffisait de mettre le mot crypto ou blockchain dans son projet pour que ça y est, tu lèves des millions. Parce que c'était hype. Mais du coup, il y avait plein de projets pour lesquels c'était inutile de créer un crypto actif. Il n'y avait aucun intérêt, hormis lever des millions. Donc, il faut véritablement regarder si on a l'utilité du truc. Est-ce qu'on a besoin de la blockchain pour tel ou tel projet? Si on a besoin d'un token, alors un token, c'est un jeton, enfin c'est un coin en fait. Si on a besoin d'un token pour son entreprise, si on a besoin de faire un échange, et quel est le type d'échange? Du coup, quelle blockchain on va utiliser? Parce que pareil, on a une infinité de blockchains. Il y a le blockchain de l'Ethereum, ça n'a rien à voir avec la blockchain du Bitcoin. Quelle chose on va utiliser? Et à ce moment-là, oui ou non, on a besoin d'un token. Si c'est non, tu peux utiliser la blockchain sans avoir de crypto actif. Si c'est oui, il y a une utilité et du coup, ça représente quelque chose qui a de la valeur. D'accord. Et c'est cette valeur qu'on échange. Ouais. Alors, juste petite précision, vraiment pas pour rentrer dans les détails, il y a deux types de tokens. Enfin, il y a deux types de crypto. Il y a les utility tokens. Ça, c'est ce que la plupart des gens connaissent. C'est comme son nom l'indique, c'est un token. Tu m'as perdu. De toute façon, dès que tu dis le mot token, moi tu me perds. C'est utilitaire. En fait, c'est fait pour être utilisé. Et il y a les security tokens. Les security, c'est adossé sur quelque chose qui a de la vraie valeur dans le monde entier. En fait, tu peux avoir un security token sur de l'immobilier. Ça représente un petit bout d'immobilier qui a de la vraie valeur parce que c'est un bien immobilier dans la vraie vie. D'accord. Oui, tu veux dire qu'en fait, c'est un cumul de choses en fait. Bon, j'espère qu'ils ont suivi et compris quoi. C'est un ensemble d'éléments qui font que la crypto elle a un intérêt derrière et qu'elle a une valeur. Oui, si ton token c'est un bout d'appart, il y a un intérêt. Oui, mais attends. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Quand le Bitcoin a été mis en ligne au départ, qu'est-ce qu'ils ont gagné en fait? En fait, déjà, le Bitcoin, c'est un cas particulier parce que derrière, il n'y a pas de chef du Bitcoin. C'est très particulier parce qu'il y a eu Satoshi Nakamoto qui est normalement le fondateur du Bitcoin. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est une personne, si c'est plusieurs. On ne sait pas si le mec il est vraiment japonais ou si c'est brésilien. On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas vraiment de chef du Bitcoin. Et en fait, c'était simplement le mec qui a inventé ça, on va l'appeler que c'était un génie, il a balancé ça au monde entier, il a dit démerdez-vous, moi j'ai créé ça, c'est une belle invention, ça peut résoudre les problèmes financiers de la planète, démerdez-vous avec. En gros c'est ça. Donc le mec il avait rien à y gagner. Alors il a quelques bitcoins, alors c'est sûr que du coup intrinsèquement ces bitcoins ont augmenté de valeur parce que tout le monde maintenant a beaucoup de bitcoins. Mais techniquement le bitcoin c'est un cas particulier parce que ça représente pas une entreprise derrière, c'était simplement pour faire de l'échange fiduciaire. D'accord. Donc en fait, tu veux dire que la valeur s'est faite au fil du temps en fait. Il n'y avait pas de valeur au départ, c'est que les gens sont... C'est ça, c'est fait par la confiance. D'accord. Comme on a confiance en l'euro. D'accord. Demain, si on n'a plus confiance en l'euro, ça se casse la gueule. Par contre, Ethereum, qui est la deuxième plus connue, là oui, c'est une entreprise, il y a un big boss, ce qui s'appelle Vitalik. Enfin, c'est une entreprise, ça représente quelque chose. D'accord. Ton top 5 des cryptos alternatives hors Bitcoin sur lesquelles investir? Alors après, ça c'est toujours the question, ça va dépendre en fait de beaucoup de paramètres et des objectifs. Parce que encore une fois, les gens ils vont m'écouter, du coup ils vont se positionner dessus alors que c'est pas forcément une bonne idée en fonction de leur profil. Alors je vais quand même y répondre. Il y a ma crypto chouchou. J'aime bien le nom que tu lui donnes, le chouchou. En fait, c'est vraiment. Chouchou beignet, j'en ai, ils sont pas chers. Excusez-moi, j'avais envie d'animer le truc, c'est pas grave. Et en fait, elle est pas trop connue et ça a un potentiel assez très très intéressant. J'ai vu une autre question passer qui était genre la monnaie que tu conseillerais pour faire un x100. C'est le INT qui s'appelle donc c'est Internet Node Token.
INT, donc INT, pas connu, hein. C'est un small cap, c'est une petite capitalisation, il n'y a pas beaucoup d'argent dessus, mais j'adore le projet, j'adore l'équipe, j'adore le roadmap, le marketing. Internet Node Token, c'est ça? Oui. INT. D'accord. Et eux, ils développent quoi? Alors du coup, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet derrière, en fait, c'est ça? Ouais. Alors oui, c'est ça. Alors eux aussi, ils sont sur le même marché que Iota, qui a été cité précédemment. Ils sont sur les objets connectés, et surtout, c'est une des seules cryptos, enfin des projets crypto blockchain, qui a déjà un produit fini, qui propose quelque chose sur le marché. Ils ont déjà sorti un routeur physique. C'est un projet chinois, c'est une crypto chinoise, et il y a déjà plein d'entreprises qui utilisent leur routeur. C'est-à-dire que les mecs ont préféré mettre leur budget au début dans le développement plutôt que dans le marketing, ce qui est très intéressant pour un investisseur, parce que du coup, les gens ne le connaissent pas encore, et le jour où il y a marketing, ça va exploser. Donc j'adore le truc, j'adore le projet, et c'est pour ça que... Alors, François, je vais te couper, je suis désolé, j'aimerais bien reformuler ce que tu dis, parce que je sais pas, j'ai peut-être l'impression que... Alors, peut-être que ce que je veux dire est une connerie, mais j'ai la sensation qu'il y a des gens qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire. En fait, en gros, je vais vraiment simplifier le schéma, mais je pense que je suis pas très loin du truc. Pour pire, de toute façon, François me corrigera, il me dira que j'ai une connerie. Je suis pas du tout expert en crypto. Mais en fait, quand tu achètes une crypto comme il est en train de te parler, en fait, tu fais ni plus ni moins que ce qui est censé se passer en bourse, qui a été dévoyé par les banques. C'est que tu donnes de l'argent à des entreprises qui vont créer quelque chose derrière. Si je simplifie au maximum. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu donnes de la valeur au token. C'est pour ça que j'avais précisé au début que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Et en gros, ce travail, quand tu places de l'argent sur tel ou tel petit projet, c'est un travail de business angel. Genre que tu as un truc qui a un stage early bird, un stage early stage. C'est encore en développement. Des fois, il n'y a pas encore de MVP, il n'y a pas encore de produit fini. Et tu investis en mode, je suis un des premiers, et peut-être que d'ici quelques temps, quelques années, ça va exploser. J'aurais fait x100, x1000. Donc, tu es business angel, en fait. Oh, voilà, c'est pour ça que j'en avais dit au début, la façon la plus facile, si tu veux faire que acheter du Bitcoin, c'est t'achètes du Bitcoin et tu fais rien. Sinon, c'est une vraie analyse, il faut lire les white papers, il faut regarder qui sont les personnes derrière. C'est un vrai travail, ça demande des heures de travail. J'ai voulu le reformuler pour que tout le monde le comprenne. Alors, non, mais je comprends, c'est sûr que si on doit développer alors qu'en fait il y a pas mal de débutants. Voilà, puis c'est vrai que, alors encore une fois, je voudrais quand même expliquer aussi, je pense que sur le fond avec François, on est à peu près d'accord, c'est juste qu'après, c'est vrai que dans mon cadre ou dans ma vision, je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils gagnent de l'argent alors qu'ils n'en gagnent pas. Donc déjà, moi j'aime bien dire aux gens, commencez par déjà gagner de l'argent. Moi, quand je vois le nombre de personnes qui m'écrivent et que quand je creuse, en fait, ils ont 5, 10 appartes, c'est bien. Je veux pas minimiser, je veux rien minimiser. Oui. Il y a 1001 stratégies dans la vie. Et personne n'a raison, personne n'a tort. Tu peux acheter 5 appartes, acheter du Bitcoin, acheter de la bourse et te développer comme ça. Mais pour moi, cette façon de se développer financièrement, si tu veux, c'est finalement, je n'ai jamais vraiment gagné de l'argent dans un domaine, donc je m'étale. Mais je n'ai pas raison parce que regarde, quelque part, je vais quand même montrer que j'ai tort aussi dans mon raisonnement. Un mec, il aurait fait ça dès le départ, il aurait mis un peu d'argent dans le Bitcoin au bon moment, c'est-à-dire en 2008. Oui. On va prendre juste même que moi en fait. Si j'avais mis de l'argent dans le Bitcoin à l'époque, j'aurais déjà un autre discours et j'aurais sûrement un capital plus gros au final. Donc ça prouve que ma théorie, elle n'est pas la bonne. Mais moi, c'est vrai que j'ai choisi, et d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, moi j'ai choisi de mettre toute ma force dans un seul domaine et après de me diversifier. C'est des stratégies différentes, il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre, c'est juste, et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec d'autres investisseurs. Pour le coup, François c'est un peu mon antagoniste, lui il a fait l'inverse, il s'est d'entrée diversifié et voilà, on a des patrimoines différents et ça marche dans les deux cas, donc ça montre que personne n'a raison. Non mais après je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai parce que globalement je le vois sur beaucoup de personnes et j'appelle ça la théorie de l'iceberg du mentor. C'est on voit un mec qui a réussi dans plusieurs domaines et on essaye de suite de faire pareil, d'aller à droite à gauche, d'investir à droite à gauche. Sauf qu'en fait le mec il a sûrement fait one step by one step, enfin, il a fait un truc, il a réussi, il est passé à un autre. Voilà. Et globalement les réussites c'est ça. Et quoi qu'on en dise, j'investis en IMO, j'investis dans plusieurs domaines, mais hormis un domaine où il n'y a que moi, où je travaille énormément type crypto, le reste, je délègue énormément, j'y touche quasiment très très peu. Aujourd'hui l'IMO je scale, mais je fais quasiment pas moi-même mes recherches, c'est pas moi qui crée le projet, c'est pas moi qui développe, j'ai des cabinets, j'ai des fiscalistes, des machins, je délègue et je fais peut-être 5% en fait des projets IMO que ça représente. Parce que je sais que ma valeur, là où je gagne le plus d'argent, il est dans une seule thématique.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on est vraiment les antagonistes puisque mon patrimoine immobilier n'est pas comparable avec le tien, mais ton patrimoine en crypto n'est pas comparable avec le mien parce que bon, moi c'est facile, je suis à 0. Donc il n'y a pas de discussion possible avec moi, mais c'est marrant, ça montre et ça doit vous montrer qu'au final, il n'y a pas de bonne stratégie. C'est à vous d'adopter la stratégie qui vous convient le mieux. Moi, je fais partie de ces gens qui avaient envie de peser dans l'immobilier. J'ai toujours cette volonté. Donc voilà. Et après, comme François, lui, pèse dans la crypto-monnaie et c'est ce qui est intéressant. Donc, tu nous as donné l'Internet Node Token. Allez, on donne-en 3 parce que si on en fait 5 et qu'à chaque fois on se lance dans des discussions comme ça, on n'arrivera jamais à 5. Donc 3, il en reste 2. On va dire. Attends, je vais regarder. Parce qu'on va essayer de rester maintenant sur des big caps. Parce que là, c'était vraiment un small cap. C'est vraiment très peu connu avec très peu d'argent. Donc c'est risqué. 0,012 pour rentrer, c'est cadeau. Hein. Ah ouais, c'est cadeau. Après, si tu regardes, c'est sûr qu'il y a quelques millions, quelques dizaines de millions à l'échelle de la planète qui est dessus. Ça représente rien du tout. Parce qu'attends, fais voir si tu regardes. Et il a à l'introduction, il a quand même, il a vachement baissé en fait quand tu regardes de son entrée. Oui, parce que c'était. Je te taquine un peu, hein, mais bon. Oui, non, mais c'était. Si tu regardes la date, c'était la bulle. Ah ouais, il a eu l'effet. C'est tout le marché a fait de ça. boule. D'accord. Et si tu compares la capitalisation, le Bitcoin c'est 150 milliards. Là, le truc, c'est quelques millions, donc c'est ridicule ça. Non, mais on est d'accord, je remets pas ça en cause. Je te signale juste que si on prend l'historique, il est en chute. Moi, c'est tout, je dis ça. Ah, bien sûr. Je dis rien. Bien sûr, mais évidemment, je dis rien. Très bien. C'est pas quand ça augmente que tu achètes. Ça, c'était tous les gens qui se sont fait plumer en 2017. C'est maintenant. Ouais, même le Bitcoin, c'est maintenant. C'est pas en 2017, c'est en 2019-2020 qu'il faut investir sur le Bitcoin. Bref, 2 autres, Chainlink et Tezos. Voilà, alors attends, mais 3 mots. Voilà. Chainlink ou Link, c'est aussi on l'appelle Link. Chainlink. Il y a un peu plus d'1 milliard dessus investi. C'est quoi Chainlink? Et si tu veux, je pourrais développer le projet. Non, mais en 30 secondes, fais-moi un cours rapide. Alors, il y a des concurrents aussi, par exemple, à certaines cryptos. Par exemple, et l'Ethereum, c'était les premiers à avoir fait. Attends, je t'arrête. Chainlink, c'est pas pareil, c'est plus sérieux, ça fait que monter. Ah, bah bien sûr, c'est pour ça que je viens de dire 2 gros caps. Là, on est à 3,55, c'est pas non plus ouf quand même, c'est des capitalisations petites. Pour vous donner un ordre d'idée, je te coupe, je veux quand même. Attention, Nicolas, ne regarde pas que le prix, ça veut rien dire. Non, mais moi, c'est parce que moi, je regarde le ticket d'entrée, moi. Là, on échange, tu veux. Bien évidemment, je regarde une courbe et un ticket, je connais pas les détails, je fais vraiment mon idiot. Mais je regarde, c'est à la portée de tout le monde. 3$ aujourd'hui, quand tu regardes par rapport à la bourse. Tu peux avoir une fraction, c'est différent des actions. Une action LVMH à 300 €, tu es obligé d'acheter 300 €. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le Bitcoin, tu peux acheter 0,00001 Bitcoin. Je sais bien. Tu peux tout acheter en fait, tu vois. Ouais, mais bon, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que t'aimes bien en avoir plein, c'est ça? Moi, quand je rentre, moi, je suis un bourrin. Moi, quand je rentre, il faut que je sois gros, en fait. Sinon, je rentre pas, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, j'aime bien. En fait, c'est vraiment, je précise parce que c'est l'erreur numéro 1 des investisseurs crypto. Ils regardent le prix, ils disent ça c'est pas cher, j'achète. Ça veut rien dire. Il faut comparer le prix et la capitalisation. En fait, si tu veux, on doit pas. Moi, je regarde mon ticket d'entrée, en fait. Quand je regarde, j'évalue ce que tu me dis. À ma base d'entrée. C'est-à-dire que je t'explique, attends, juste je termine, tu vas comprendre. C'est-à-dire que moi, dans les actions que je peux regarder en bourse, par exemple, il y a des actions qui cotent à plus de 800 € l'action. Donc, si tu veux, quand tu es à plus de 800 € l'action, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le même volume que si je vais rentrer sur des comment on appelle des... Ah, j'ai perdu le nom. Small cap. Non, ce que vendait Jordan Belfort, là, ça y est, putain, j'ai perdu le nom. Des penny stocks. Des penny, voilà. Okay. Ton volume d'entrée, il n'est pas le même. Donc, du coup, après, bien évidemment qu'il y a plein de choses à regarder. Je ne le remets pas en cause. Mais ça me donne un indicateur de me dire, est-ce que si je rentre, est-ce que je peux espérer être... tu comprends ce que je veux dire? Alors, oui, c'est vrai sur les actions, c'est pas vrai sur les cryptos. Ah, d'accord. C'est intéressant. Alors, d'accord, vas-y. Alors, je te laisse développer. Non, parce qu'en fait, la logique des gens, et surtout même celle-ci, en fait, c'est OK, elle a $1, elle peut passer genre à 100 comme le Bitcoin ou à 1000 comme le Bitcoin. Ah, je le voyais pas comme ça encore, mais vas-y, continue, d'accord. Parce qu'en fait, il y a un nombre défini
de crypto. Ce qui a pas c'est pas forcément le cas dans les actions, enfin même quand tu investis sur une entreprise, il n'y a pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est très très particulier. C'est-à-dire que si tu as 1 milliard de crypto à 1 dollar, c'est pas pareil d'avoir une crypto où il y en a que 1 million et qui a 1000 $. On est d'accord. Par exemple, le Ripple, où il y en a énormément, ou une autre crypto où on pourrait prendre exactement en termes de proportion, on peut avoir une crypto à 1 $. Ce serait exactement la même chose que d'avoir du Bitcoin à 1000 $. Parce qu'au niveau de la ratio, c'est un simple produit en croix. Hein. C'est la même chose. Donc, se dire que 1 $ va faire plus de ROI qu'une crypto, c'est pas du tout le cas. Si tu veux, mon raisonnement n'est pas encore basé sur le coefficient multiplicateur. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je vais te le dire autrement. Je préfère pouvoir rentrer dans un projet ou une société où je vais pouvoir rapidement avoir 100 lignes du projet que rentrer dans un projet où je vais difficilement en avoir 2, quoi. Je sais pas si tu comprends si je te le dis comme ça alors. Mais c'est ma vision après. Moi, j'aime pas. Alors, après, c'est peut-être des déformations boursières. Il y a peut-être des gens qui savent pas ce que je vais m'apprêter à dire ici. Mais par exemple, en bourse, je sais pas si tu sais, mais tu as des clubs d'investisseurs à partir du moment où tu arrives à avoir un certain volume d'actions sur certaines sociétés. Je sais pas si ça, voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, c'est vrai que au-delà de tous les éléments que tu viens de me dire et dont j'ai totalement conscience, j'aime bien regarder le volume que je suis en capacité d'acquérir. Et pour moi, tu vois, c'est con ce que je vais te dire, mais c'est pareil en action. Quand j'ai moins de 100 actions, ça représente rien dans mon esprit en fait. Moins de 100 actions, même si c'est super que tu fais x10 avec ton action, c'est génial, mais on s'en fout quoi. T'as qu'une. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais après, c'est le fameux problème. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une toute petite part d'un énorme gâteau que d'avoir tout le gâteau alors que c'est walou? Tu sais de quel côté que je me positionne. Moi, comme je suis spécialisé vraiment. Pareil avec l'IMO. Hein. Mais oui, mais comme je suis spécialisé. C'est intéressant parce que ça va dans le sens de ce dont on parlait tout à l'heure. Comme je suis spécialisé dans l'IMO, si tu veux, à me détourner de ce que je sais bien faire, j'aime bien me détourner pour quelque chose. Je vais pas perdre, tu vois. J'ai un potentiel de gain qui est pas comparable dans les autres domaines par rapport à l'immobilier. Alors, si, je l'ai toujours dit et je le dirai jusqu'à la fin, hein, le jour où ma société boursière, et ce jour risque d'arriver plus vite que ce que je pensais, mais le jour où ma société boursière me rapporte de l'argent suffisamment pour en vivre, publiquement je le dirai parce que par souci d'éthique, aujourd'hui je vis de l'immobilier, mais demain il y a quand même une chance que je vive de la bourse parce que nous on a une société financière, elle dégage de l'argent, elle va en dégager de plus en plus dans les années qui arrivent, je le dirai, ça me paraît logique, voilà. Par après, souci je comprends ta logique, mais ça à la limite on retrouve même ça dans l'IMO, il y a des gars, enfin des fois je vais à des séminaires, c'est à la limite qui est à la plus grosse, il dit ouais j'ai 20 apparts, alors, tu regardes en fait genre il a 10 parkings et 10 studios. On va avoir 5 immeubles que 20 studios, toi. On est bien d'accord. Moi j'ai une copine, elle a 63 immeubles. Alors quand elle te dit 63, ça peut paraître petit, mais quand tu multiplies le nombre d'immeubles par le nombre de logements, crois-moi, ça fait mal à la tête. Clairement, donc tu retrouves un peu ça, c'est-à-dire que les débutants sont contents d'avoir, j'ai 10 000 tels tokens, le truc il vaut rien, c'est un Ponzi, il y a aucun volume dessus. Et ok, t'en as 10 000, mais c'est bien, mais tu les mets où je pense. Après, voilà, je précise bien, moi vraiment, c'est un souci de me dire, je me déplace pour quelque chose. J'ai du mal à quitter mon immobilier, je veux le quitter pour un truc qui vaille la peine que je le quitte. Voilà, c'est ma position personnelle, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Alors, il y avait une question qui m'intéressait, mais bon, le chat m'a glissé des doigts et je suis un peu perdu sur l'immobilier. Et alors, j'ai vraiment envie qu'on en touche un mot. Alors, je crois qu'il y avait, c'était Robin qui avait posé une bonne question sur la tokenisation de l'immobilier. C'est ça. En fait, c'est ça. Surtout, en fait, c'est mon livre. Je sais, je voulais te l'entendre la perche. Bon, Robin, si vraiment tu veux aller en profondeur sur le sujet, donc c'est mon livre, c'est Immo Bitcoin. En fait, j'ai choisi la niche de l'IMO. Et j'ai appliqué la blockchain sur la niche de l'IMO, qui sont mes deux passions, l'IMO et la crypto. En fait, la tokenisation de l'immobilier, oui, un des grands avantages, c'est de rendre le marché IMO ultra liquide. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché illiquide. Quand tu veux récupérer du cash, si tu veux vendre, surtout en France, ça va te prendre quelques mois. Et donc, ça va être très compliqué pour faire des transactions et surtout si tu veux faire du volume de transactions. Là, en fait, c'est comme si tu rendais ultra liquide. C'est comme si tu avais des actions de tel ou tel bien. Le fait de tokeniser, c'est comme les cryptos généralement. Ça apporte ultra rapidité, très 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 peu de frais et tout le monde peut se positionner. Donc oui, le marché de l'immobilier demain, dans 10 ans globalement, sera ultra liquide par la tokenisation de l'immobilier. Alors, je voudrais quand même te dire une chose. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais je sais pas. J'ai quand même, tu sais, comment je vais dire ça?
Je ne sais pas s'ils laisseront faire ça. Et je vais te donner une raison à laquelle je pense, tu en as peut-être que tu y as pensé, peut-être que tu n'y as pas pensé. Le marché immobilier français, il a les avantages de ses inconvénients. Et là, on est vraiment en train de le vivre. C'est-à-dire que cette inertie qu'on a en immobilier, elle a l'avantage de permettre de nous retourner. Tu vois, aux États-Unis, là, ce qui est en train de se passer en immobilier, c'est gravissime, c'est violent et bam, on se le prend en pleine gueule. Nous, en France, on est plus long, et je dois le reconnaître, ça a quand même un avantage, et un avantage considérable parce que du coup, c'est comme une machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire que ce que tu vois aux États-Unis, c'est globalement ce qui peut arriver chez nous. D'ailleurs, on va en parler rapidement parce qu'on arrive au bout de l'émission, mais avec un peu l'actualité du jour sur le fait que notre très cher et tendre Jean-François… D'ailleurs, excuse-moi, moi je les appelle comme ça, c'est pas contre toi. Parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit Nicolas, je m'appelle Jean-François. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'humour. Bah, j'ai dit, écoute, il va falloir. Nico, mon deuxième prénom, c'est Jean. Mais c'est vrai, je m'appelle François Jean-Georges. Alors, il va falloir que tu aies de l'humour avec moi, parce que moi, je les appelle tous Jean-François, voilà. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y aura quand même. Voilà, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui réagit, qui dit mais que vont devenir les notaires? Mais Robin, dans le cadre d'une ubérisation, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh ben, ils vont sauter, quoi. Attends, encore mettre les choses en place. C'est pas comme les comptables. J'ai pris un autre exemple il y a pas longtemps. Les juristes. Il y a des métiers où 95% du taf, c'est de faire des choses qu'ils ont déjà fait. Enfin, c'est par jurisprudence, regarder ce qui a déjà été fait. Soit ça peut être numérisé, soit ça peut être fait par un robot, soit ça peut être fait par la blockchain. Donc on n'en a plus besoin. Et le but, vraiment numéro 1 de la blockchain, c'est de tuer les intermédiaires. Donc oui, notaire, comptable, tout ça, c'est un avantage pour le particulier parce qu'il n'aura plus les frais de notaire, plus les frais de… Ça, c'est une autre question de qu'est-ce qu'il va remplacer. Mais techniquement, oui. Et on s'en fout alors que c'est pas le but. Puis attends, moi je vais te dire une chose. Nous, on est en train de développer donc une agence immobilière. Notre objectif, la constitution de cette agence, c'est une application. Moi, je vais le dire ouvertement. Le premier poste, et je l'ai dit tout de suite, le premier poste que je veux tuer dans mon agence, c'est le poste de comptable. D'abord, c'est qui aime faire ça? Oui. Hormis l'expertise comptable, mais bon. Voilà. Et encore, si on peut parler d'une expertise, parce que bon, tout le monde sait compter. Alors ça peut faire bondir des gens, mais voilà, des métiers qui sont morts dans la vie, il y en a eu, il y en aura encore. Je dis pas qu'il y en aura plus du tout. Et tu fusionnes un petit peu de blockchain et d'intelligence artificielle, ça règle le problème. Ah oui, vraiment. Oui. Non, donc, mais c'est toujours le même problème, c'est qu'à chaque fois il y a des métiers qui disparaissent, les gens ils sont pas contents. Alors à la limite, on va pas te poser la question à toi. Genre ok que le marché immobilier devienne liquide, je sais que c'était peut-être pas content, mais ça va apporter énormément d'avantages et à la limite c'est à l'échelle mondiale, alors que ça va se passer quoi qu'il arrive, que tu sois là ou que tu sois pas là. Je suis désolé, j'ai un coaching qui insiste parce qu'il doit pas savoir que je suis en live, donc ça risque de ressonner. Je le rappellerai tout à l'heure. Mais non, mais moi je suis. Après voilà, de toute façon, on n'empêchera pas. Tu vois, moi j'ai un projet donc de cette application. On a bien commencé dessus, on va continuer là dès que tout ça va reprendre. Tu n'empêcheras pas des gens comme moi de mener ces projets-là non plus, même si c'est triste que des personnes perdent leur emploi. Ça n'empêchera pas. Il y a des gens qui demandent où est-ce qu'on peut trouver ton livre. Alors je vais essayer de mettre un lien, mais ça va être un peu. Ouais. Tu vas sur Amazon. Il est partout, Amazon, la Fnac et dans n'importe quel libraire. Ceci dit, vous pouvez l'avoir à prix coûtant sur mon site. Alors c'est formation.richard30ans.com/immobitcoin. Voilà. Et là, vous l'avez à 7 €. Bon, après, c'est un peu les liens par oral, vous trouverez. Vous cherchez François Denis, vous le trouverez. Voilà. Et juste pour rajouter, j'aime bien le préciser aussi, parce qu'il y a des pays qui sont en avance. Et par exemple, il y a l'Estonie qui sont ultra en avance sur la blockchain. Ils ont tout blockchainisé. Genre, leur administratif, c'est blockchainisé. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de gars qui travaillent comme en France. Il y a beaucoup de gars qui travaillent en France dans l'administratif. Et aussi sur l'immobilier. Donc, il n'y a pas est-ce que j'y crois ou j'y crois pas. C'est que dans l'immobilier, tu n'as plus d'intermédiaire. Une transaction immobilière, ça coûte 50 balles et ça se fait en 3 jours. Parce qu'ils ont blockchainisé l'immobilier et donc il n'y a plus de notaire, il n'y a plus machin, quoi. Donc, en gros. Alors ce que dit Robin, c'est qu'il dit que l'immobilier pourra se casser la gueule plus rapidement comme en bourse, ça deviendra hyper dangereux. Ah oui, après ça c'est un des avantages. Après j'approfondis le sujet énormément, mais je comprends ce qu'il veut dire. Après, de toute façon, moi juste pour aller dans ce sens-là, t'empêcheras pas les fluctuations de marché, qu'elles soient immobilières ou boursières. Donc avoir peur, bon voilà, ça fait partie du jeu. Et il y a une chose que les gens ont tendance à oublier, ça me fait sourire ça aussi.
Tu sais, moi j'ai de l'immobilier, François a de l'immobilier, toi qui nous écoutes, tu as peut-être de l'immobilier. Dès l'instant que tu investis, tu dois pas oublier que tu as pris un risque et que tu as accepté le deal dès le départ. C'est-à-dire le deal, c'est je mets mon argent quelque part, je prends le risque de le perdre. Le risque, il est toujours là. Et c'est marrant de voir qu'on est tous pareils. C'est que dès qu'il s'agit de notre argent, de nos biens immobiliers, ils valent plus cher, on veut pas perdre d'argent, nanana. Enfin, quand c'est à nous, c'est toujours voilà. Et pas quand c'est les autres, c'est pas grave parce que tu avais l'air de mieux savoir que les autres. Mais moi, aujourd'hui, les mecs, on est la crise financière, elle commence. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle commence à peine. Nos biens, nos valorisations vont baisser. Et après, elles vont remonter. Et après, elles vont rebaisser encore pour d'autres raisons. Vous l'empêcherez pas. Donc, c'est parti il n'y a pas de méthodologie pour bloquer ça. La seule façon d'en avoir rien à brère, sûrement comme François et comme moi, c'est parce qu'au départ, tu sais que tu as bien acheté, tu as travaillé, tu sais ce que tu fais, tu as une stratégie. Moi, j'ai une stratégie, je me tiens à ma stratégie et il peut se passer n'importe quoi, je serai toujours là. Voilà. Oui, après, et puis en plus, même si on reprend l'IMO, il y a ta IMO et IMO. Enfin, oui. Pour ceux qui font de l'achat-revente, ceux qui font vraiment que pour avoir les revenus locatifs, c'est pas pareil. Parce que même si le truc est tokenisé, ça représente quand même quelque chose de physique qui te crée des revenus. Donc, c'est comme une action en bourse, mais à la limite, si tu vises les dividendes, t'en as rien à foutre intrinsèquement de la valeur de l'action parce que tu veux les dividendes. Exactement. Donc là, tu vois, Rudy nous répond que si au niveau de la comptabilité, c'est automatisé, on ne pourra plus utiliser les failles. Les failles. Oui, alors normalement, la plupart des gens sont contents quand il y a plus de sécurité. Effectivement, il n'y a plus de voleurs, il y a plus de, surtout dans le BTP. En plus, c'est le marché le plus corrompu. Effectivement, avec la blockchain, vu que tout est tracé, tout est traçable et tout le monde peut le voir. Il va y avoir des personnes pour qui ça arrange pas, effectivement. Moi, je pense que des failles, il y en aura toujours. Elles vont se situer à d'autres niveaux. Tu pourras pas de toute façon. Il y a même un robot. D'ailleurs, tu le vois bien avec les robots à haute fréquence. Il y a eu des mini cracks. Il y a eu un mini crack en 2010, je crois, suite au robot à haute fréquence. Des erreurs, il y en aura toujours. Tu pourras pas les empêcher. De toute façon, voilà. 12 millionnaires me dit qu'il a vu l'émission que j'ai fait en commun. Merci de l'avoir regardé. Voilà. François, on va quand même en parler 2 secondes. On va dépasser l'horaire, mais j'ai envie un peu d'en parler. Aujourd'hui, donc, je sais pas, tu n'es pas trop au courant parce qu'on a parlé de ça 2 secondes avant, mais apparemment, nos très chers et tendres hommes politiques nous incitent grandement. Alors, nous incitent. Moi, je dis nous parce que je fais partie de ceux qui l'incitent. Il incite les bailleurs, de propriétaires de biens commerciaux à offrir les loyers. C'est plus qu'une incitation parce qu'ils réfléchissent à des lois pour nous contraindre à offrir. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et on va en parler. Bon, moi, je vais essayer d'éviter d'en parler parce que je vais m'énerver. Likez, partagez la vidéo parce que là, je vais pas, je laisse la parole à François. Moi, je vais essayer de pas m'énerver, voilà. Mais après, c'est sûr qu'il faut complètement le distinguo entre biens commerciaux et le pur locatif. Bon, après, moi, je suis beaucoup moins touché parce que j'ai pas de commerciaux. moi, j'en ai pas qu'un peu. Et que tout va bien. Après, c'est sûr. Enfin, il y a tellement de choses économiquement parlant, c'est même pas forcément une bonne idée en plus. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est pas du tout, et c'est une serpente qui se mord la queue et ça va être cyclique mais dans le mauvais sens. Après non, voilà, c'est pas une bonne idée en fait, économiquement parlant, c'est pas une bonne idée. C'est plus qu'une mauvaise idée, c'est que en plus, donc ça a fini moi de ce que j'ai vu parce que bon, encore une fois, je regarde pas comment dire, je regarde pas forcément la télé, mais là j'étais chez mes beaux-parents, il y avait les infos, j'entendais ça m'a un peu agacé. Et en plus, t'as donc du coup, je sais pas quelle représentation des propriétaires qui dit mais les assureurs n'ont qu'à payer, donc finalement. Tout le monde s'envoie la balle. Au final, les mecs te débloquent des milliards pour donner à des entreprises dont, d'ailleurs, il faut que je fasse une émission sur le sujet, dont les entreprises ont du mal à obtenir les financements parce qu'il ne faut pas qu'il manque de pièces, parce que c'est complexe à obtenir. Enfin bref, c'est une vraie galère. Alors que là, tu vois, franchement, ils veulent qu'on offre les loyers. Donnez-nous l'argent, compensez. À un moment donné, c'est leur responsabilité. Ça fait des années qu'ils gèrent notre argent. Et ils en prennent un peu plus qu'ailleurs. On va pas, voilà. En cas de crise, on s'attend à ce qu'on nous dise avec l'argent qu'on a, on a assez de lits et assez de fonctionnaires, ce qui est même pas le cas, mais on s'attend à ça, mais bon, ça n'arrive pas. Pour qu'on nous dise, les gars, c'est super, vous inquiétez pas, on va tout bien gérer. Non, c'est la merde, restez chez vous. Donc maintenant, en plus, il faut que nous on offre. Enfin, c'est toujours nous qui payons, quoi. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi.
Ouais, c'était un peu à prévoir. Enfin, il y avait peut-être un scénario optimiste où on disait que tout allait bien se passer et que ça allait se faire rapidement. Mais c'est... Après, quoique si, j'ai un locataire qui m'a demandé très très insistement si, vous devez m'offrir le loyer. Je dis, mais qui tu racontes? Ah, mais si, mais ça fait un mois que j'y suis plus. Alors, ok. Il me soutenait que que ça allait passer au niveau de la loi. Non, mais c'est assez dingue. Alors ça montre une chose, parce que bon, pour le coup, tu vois, ce qui est bien, c'est que ça montre qu'il faut être diversifié, parce que du coup, si t'as que des commerces, t'es mal, et si t'as que des... Tu fais que de la LCD, tu es très mal. Ah ouais. Tu faisais de la location courte durée, toi? Non, t'es pas du tout là-dedans. Non, c'est sûr que là, on voit vraiment la limite du système, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Non, c'est sûr qu'il faut essayer de limiter Enfin, en tout cas, il faut essayer de se diversifier. Après, on verra comment ça va se passer. Il n'y a rien qui est voté pour l'instant, mais je voulais en toucher un mot. Bon, toi, t'es plutôt contre, de toute façon, de ce que j'entends. Ah oui, clairement. Enfin, on pourrait même l'étudier au niveau des répercussions économiques que ça pourrait être, mais c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est comme croire que c'est une bonne idée des fois à court terme, alors que c'est une mauvaise idée à long terme, et inversement. Mais par contre, ça fait plaisir politiquement et ça fait du bien, et les gens sont contents d'entendre ce genre de choses. Il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire que des fois, ils sont même obligés de dire des conneries parce que ça fait plaisir au grand public, en fait. Ah non, mais là, je suis complètement d'accord avec toi. Le fond du problème, c'est que je pense qu'ils ont conscience que les enjeux sont beaucoup plus complexes que de dire toi tu payes ou toi tu payes pas, et ouais. Voilà, j'espère, parce que ça m'inquiéterait quand même. Donc Rudy nous dit, donc par exemple, le boulanger qui veut le loyer offert, il offre sa baguette à son client aussi. Ah non, je m'attendais pas à ça, tiens, comme question. Non. Ah ouais, oui, si tu pousses le vice, chacun et ainsi de suite. Oui, mais c'est pas faux, hein. Mais moi je dirais qu'ils devraient, enfin voilà. Bon, après ils ont ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'ils annulaient toutes les charges, mais après ça, j'ai envie de te dire, elles sont tellement lunaires ces charges, qu'après c'est normal que le premier truc le plus lunaire saute, quoi. Voilà, ça me paraît à peu près logique. Mais on va pas parler politique parce que sinon l'émission va durer des heures et ça ira pas dans le bon sens. Bon. Non, mais des fois, même sur d'autres questions, j'avais parlé de la question de l'énergie aussi. Alors que on sait très très bien, même scientifiquement parlant, que la meilleure des énergies, c'est le nucléaire. Ouais. Mais par contre, politiquement parlant, il faut surtout pas que les politiques disent que le nucléaire c'est le mieux. Non, c'est les énergies renouvelables, c'est tout va bien. S'ils commencent à dire ça, c'est bancal. Alors qu'on sait que c'est le mieux, c'est le moins cher, c'est le plus sécurisé, et que d'un point de vue scientifique, tout le monde est d'accord. C'est pareil. Ouais, et en plus, tu sais, ça va au-delà de ça, c'est que moi j'ai quelqu'un qui m'expliquait qu'en France, on était tu sais qu'en fait le nucléaire, ça recrache des déchets en fait. Et nous les Français, on est les meilleurs pour recycler ces déchets en fait. On a développé des techniques, et on a même apparemment développé une technique qui permet de recycler les déchets pour refaire des noyaux nucléaires, en fait, c'est pour être en boucle fermée, mais hyper saine en fait. On est très avancé sur le nucléaire. Voilà, et du coup, aujourd'hui, on a tout notre savoir qui part en Chine et dans tous les pays où ils ne se posent pas ces questions-là, et qui sont en train de développer notre technologie, parce que nous, politiquement, on ne veut pas le faire, et en fait, du coup, on est en train de se tirer notre propre balle dans le pied, en fait. Ouais, c'est un de mes sujets préférés. J'adore ça. En plus, c'était un de mes sujets quand j'étais ingénieur. Et effectivement, ça me troue. Parce que on a eu l'intelligence de le faire à l'époque, mais politiquement, ça marche plus. Et même au niveau, parce qu'il y a deux types de nucléaire, tu as la fission et la fusion. Avec la fusion, qui est un peu le saint graal énergétique, un des centres mondiaux. Et en France, alors, avec la politique qui freine, alors que scientifiquement, on est en pôle numéro 1, ça m'énerve. Et oui, mais c'est toujours pareil, on n'est pas dirigé. Bref. C'est un peu. Il y a pareil sur les cryptos, genre on veut être le numéro 1 européen de la blockchain, alors qu'on est là à se taxer les plus, à faire en sorte que les projets crypto soient en Suisse et pas en France. C'est n'importe quoi. Ouais, mais ça, c'est sûr que c'est compliqué. On parle pas des taxes, parce que là, ça va mal finir. Alors, on finit avec les dernières questions. Après, on va y aller. La LCD, tu es dans une zone très rentable comme en PACA. Je ne sais pas si c'est si nul que ça de ne pas avoir une petite partie de ton patrimoine en LCD. En 4 mois, tu es rentable. Le nucléaire, perso, personne n'y pense, mais en termes de biologie, c'est super important. Les gens pensent de suite juste à Nagasaki. Ouais, ou j'allais dire à Tchernobyl aussi. Oui. Moi, juste pour répondre, tu vois, la LCD, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où quand tu es en location courte durée, ça représente la cerise sur le gâteau de ton patrimoine. Nous, on a un projet là sur lequel j'espère que ça va bien se passer. Et en fin de projet,
on a décidé sur un point, mais on n'aura pas besoin de ce truc-là. On va peut-être mettre un lot en location courte durée, mais on n'aura pas besoin de l'argent. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas, en fait, je m'en fiche. Tu vois ? Oui, bah, c'est toujours ça le problème, c'est quand déjà tu fais 100% d'un truc, que tu fasses all-in en IMO ou ailleurs, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Et surtout, on évite de commencer par ça, quoi. Si tu prends le truc le plus risky ou t'as le truc le plus rentable et que t'imagines pas un scénario plus pessimiste, c'est pas une bonne idée. Alors si ça se passe bien, c'est cool. Mais la LCD, c'est pas non plus très très vu en France. Pour la plupart, c'était des débuts d'investissement en immobilier. C'est vrai. Et donc, il y en a pas mal des néo-investisseurs qui se retrouvent complètement dans la mouise. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut faire attention de ta situation, de ton patrimoine et de ce que tu fais en fonction de ce que tu as, quoi. Écoute, merci d'être venu. J'ai Thomas qui me demande le programme de la semaine prochaine. Alors attends, tu vas voir, bouge pas. Attends, j'arrive, François, une seconde. Je vais le donner quand même rapidement. Non, j'en profite pour remercier. Donc, ceux qui ont acheté. Si vous le voulez, je vais vous le donner. Alors, j'ai des invités qui n'ont pas encore validé certains jours, donc je vais vous donner ce que j'ai déjà. Mardi, on a Julie Huleux. D'ailleurs, François, je t'invite à venir si tu veux écrire un livre. C'est une écrivain professionnelle c'est une book manager qui aide les gens à écrire des livres. Alors, vous savez que je vous ai tous incité à faire quelque chose pendant ce confinement. Ben là, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Mercredi, vous avez Michael qui est un investisseur avec qui on va parler. Il a une chaîne YouTube aussi, je crois. Enfin, il vous dira. Jeudi, on a Adam qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un marketeur. Et lundi ou vendredi, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Je me garde une journée la semaine prochaine parce que j'aimerais bien… je vous dis ça que j'attends des réponses. Donc, selon les réponses que j'aurai, peut-être pas. Mais voilà, j'aimerais bien me garder une journée pour faire un live qu'avec vous parce que moi, j'ai aussi des choses à voir avec vous. François, si tu veux revenir, c'est avec plaisir. Mais bon, mes journées se remplissent vite et le 11 va vite arriver. J'ai déjà des gens qui ont réservé la semaine d'après. Donc, ça va, vous voyez, ça va pas mal avancer. C'est vrai, ça arrive vite. Ça va venir vite. Qu'est-ce que tu as ? Tu penses qu'on va être déconfiné, toi, ou tu penses qu'on va pas être déconfiné ? Ça va être encore une fois, leur logique est économique en France avant d'être sanitaire, pour le coup. Ouais. Donc, je crois qu'ils vont déconfiner, ils vont sortir le mot déconfinage, je sais pas, des déconfinements ou j'en sais rien. Mais par contre, ils vont faire des restrictions. Alors, je sais, j'ai pas approfondi le sujet et de toute façon, c'est pas mon domaine au niveau sanitaire. Mais je pense que certains, les plus jeunes et les travailleurs, ils vont pouvoir effectivement retourner. Ouais, ça oui. Et très bien que je puisse finir mes projets IMO que j'avais lancés au mois de février et mars, s'il vous plaît. Ouais, bah c'est sûr que là. Bon, après, l'immobilier, tu vois ça comment ? La suite, toi ? La suite. Il y a des opportunités tout le temps, hein. En plus surtout qu'entre le quota de financement qu'ils doivent avoir, après un mois, 2 mois de stand-by, ils vont devoir se bouger. Après, ça va dépendre du profil de chaque personne par rapport au projet, encore une fois. Ça dépend de la relation que tu as avec ton banquier. Après, il va y avoir des opportunités. J'ai déjà eu, soit moi, soit des clients qui ont fait, même à la limite pour s'amuser, des contre-propositions en mode ça va se casser la gueule, il va y avoir plus de vendeurs, et c'est passé. Genre, il y a déjà des vendeurs qui commencent à psychoter. Ah ouais. Et qui bradent, enfin pas brader parce que ça fait beaucoup, mais qui déjà commencent à faire des propositions moindres par rapport à il y a 3 mois. Ah ouais, d'accord, intéressant. Ah bah c'est marrant, genre je devais acheter nos bureaux, pour le coup. Ouais. Bureaux. C'était une proposition et finalement là j'ai fait une contre-proposition et c'est passé à 40 000 euros en moins. Ah quand même. Ouais, et sachant que j'avais fait la visite, la personne elle était en psychote totale du coronavirus et c'était je veux le vendre le plus rapidement possible alors qu'au final… Et donc, vu que le marché n'est pas liquide pour le coup, le marché immobilier, on va avoir les répercussions dans quelques mois avec une petite baisse du marché. Ouais, toi tu le ressens comme ça, d'accord. Bon, on va voir. Écoute, moi je sais pas trop en fait. J'ai le cul entre deux chaises. C'est pas très poli, c'est pas très élégant, mais c'est ce que je ressens. Après, moi je me dis qu'au final, l'immobilier c'est vraiment un indicateur pour calculer la capacité financière d'un ménage. D'accord. Déjà avant, quand tout allait bien, c'était surtout et que ça avait bien augmenté les prix en 2018-2019, que c'était compliqué pour un couple qui travaille, qui a une bonne situation d'acheter une ERP, enfin même de pouvoir obtenir un crédit. Alors imaginez maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas eu de revenus, que économiquement on va seulement avoir l'impact dans les mois à venir. Ouais.
techniquement, ça devrait descendre. Alors, tu vois, c'est marrant parce que là où je consens ce qui se dit partout, c'est le marché de la RP. Je pense que le marché de la RP, effectivement, là, je ne remets pas en cause ce que tu es en train de dire. Mais le marché de l'investissement, le marché de l'investissement immobilier, je ne sais pas. Parce que honnêtement, alors ça me fait réfléchir parce que ça fait plusieurs fois, j'ai des échanges avec tout le monde. Beaucoup disent oui, ça va baisser, ça va baisser. Moi, j'ai des projets en cours. Donc voilà, je suis interrogatif. Maintenant, moi, au prix où j'achète, je n'oserais peut-être pas rebaisser encore le prix derrière. Je vais voir. Je vais laisser un peu le temps passer. Bien sûr. Ça dépend après du prix où chacun achète. Moi, je sais que j'ai 2 bons trucs dans les tuyaux, donc voilà. Oui, j'avais 2 projets. Celui-ci, j'avais un immeuble, mais pareil, pour le transformer en immeuble, parce que techniquement, c'était une maison. Enfin, cette lettre de la RP. Donc pareil, je pense que là, au niveau de ce genre de projet de maison, ça devrait descendre. Oui, voilà, c'est ça. Après, l'investissement, étant donné qu'il y a des gens qui ont aussi perdu pas mal d'argent en bourse depuis que ça a commencé, selon comment ils vont réagir, voilà, je suis un peu moi dans l'expectative de tout ça. On verra. Écoute, en tout cas, merci d'être venu, François. Merci Nico pour l'invitation. De toute façon, tu auras l'occasion de revenir. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je réponds à tout le monde. Super. Merci. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.